pourrait-il être mieux adapté aux besoins du milieu municipal? On est en formule talk show, donc il n'y aura pas de réponse aux questions, mais en la fin d'émission, on a prévu une ligne ouverte, donc vous pourrez vous adresser à nos panélistes lors de cette ligne ouverte. Au fil des ans, il y a une grande variété d'outils de planification territoriale qui se sont développés en complément au schéma d'aménagement et de développement et au plan d'urbanisme. On peut penser au plan directeur de l'eau, mais aussi au plan de mobilité durable, au plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, au plan de développement de la zone agricole, au PRMHH, des plans régionaux des milieux humides et hydriques, bientôt des plans de protection des sources, et j'en passe. Donc, afin d'améliorer la performance de nos planifications territoriales, il est important que toutes ces planifications-là puissent facilement influencer ou s'intégrer dans les schémas d'aménagement et les plans d'urbanisme. Pourtant, on le constate, on se le fait dire par des intervenants du milieu municipal, les PDE actuels ne permettent pas pour le milieu municipal de trouver facilement les informations utiles à leurs responsabilités. Donc, cette émission spéciale va nous permettre de réfléchir à des améliorations souhaitables au plan directeur de l'eau dans une prochaine génération d'OBV 4.0 pour mieux répondre aux besoins du milieu municipal, la catégorie d'acteurs de loin la plus sollicitée par les plans directeurs de l'eau des OBV du Québec. On va donc se pencher sur cette question de plusieurs façons. On a aujourd'hui au programme une entrevue avec Cynthia Boucher et Stéphanie Morin, deux de nos partenaires des grands réseaux professionnels municipaux, l'Association des aménagistes régionaux du Québec et l'Association des gestionnaires régionaux de cours d'eau. On aura ensuite une chronique par Pauline Marquet au ROBVQ sur ce que la base de données ou l'application Agir nous apprend sur les plans directeurs de l'eau et le milieu municipal. Ce sera suivi d'une entrevue avec une transfuge, Caroline Brodeur, autrefois directrice de l'OBV de la capitale et présidente du ROBVQ, aujourd'hui à la direction générale de la communauté métropolitaine de Québec. Ce sera suivi d'une discussion avec Pierre Châteauvert, directeur des politiques à la Fédération québécoise des municipalités, sur le schéma d'aménagement, son origine, sa vision pour le futur. Finalement, il y aura un débat pour ou contre l'intégration obligatoire des plans directeurs de l'eau dans les schémas d'aménagement avec certains de nos intervenants et des gens du réseau des OBV qui s'y joindront. Et finalement, une ligne ouverte au public, si le temps nous le permet, pour vos questions à la toute fin. C'est donc parti pour 1h45 de pur plaisir. Et là, je vous le dis, on jase. Donc, rien qui va être dit aujourd'hui pour être retenu contre vous ou contre un des intervenants. L'idée, c'est d'avoir des réflexions, des discussions ouvertes, franches, libres de tout jugement. Donc, on vous invite à ne pas utiliser de cassettes ou de filtres. Alors, on y va. Premier bloc de ce talk show, une entrevue avec Cynthia Boucher et Stéphanie Morin. Cynthia est géographe de formation, directrice aménagement et environnement à la MRC des Appalaches. Elle est à la présidence de l'Association des aménagistes régionaux du Québec. Elle a une approche qui est basée sur la collaboration, sur le dialogue. Le schéma d'aménagement, c'est son affaire et les plans régionaux des milieux humides et hydriques, elle est plongée dedans. Pro du libre écoulement, Stéphanie, elle est gestionnaire régionale de cours d'eau à la MRC d'Argenteuil dans les Laurentides, donc une MRC qui est bien connue pour son leadership sur la gestion durable des cours d'eau et sur la conservation des milieux humides et hydriques. Tout comme Cynthia, elle est impliquée dans le dossier de réflexion sur les inondations et l'aménagement du territoire. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'AGRCQ qu'elle représente aujourd'hui. Donc, on va les applaudir quand même. Oh boy. Donc, mesdames, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bonjour. Vos micros fonctionnent bien, c'est parfait. Première question pour vous aujourd'hui. On le sait, les plans directeurs de l'eau sont des outils qui sont assez exhaustifs, volumineux, plusieurs centaines de pages dans quelques cas. Pourtant, nos collaborateurs du milieu municipal nous disent souvent que les intervenants en MRC ne trouvent pas toujours les informations pratico-pratiques dont ils pourraient avoir besoin pour réaliser leurs responsabilités quotidiennes. Donc, première question d'ouverture, très franchement, le PDE, est-ce que c'est un outil que vous utilisez, auquel vous vous référez dans votre pratique? Si oui, pour faire quoi exactement? Donc, peut-être Cynthia en premier? Je me lance. Au niveau des schémas d'aménagement, on utilise peu ou pas les données nécessairement là, des plans directeurs de l'eau dans l'élaboration de nos schémas d'aménagement. Pourquoi? Parce que les données sont souvent soit bien générales ou trop précises ou très scientifiques, si bien qu'on ne se sent pas nécessairement interpellé dans ces données-là. Puis ce n'est pas non plus nécessairement ces données-là qu'on a besoin pour nos schémas d'aménagement. De notre côté, voilà, je laisserai Stéphanie continuer. Ben, en gestion des cours d'eau, souvent on touche à plus que juste l'aspect d'aménager ou entretenir les cours d'eau. On utilise parfois les PDE, là, dans le fond, quand on a besoin de comprendre une problématique au sens large. Mais souvent, l'échelle des bassins versants là, qui est utilisée dans les PDE est souvent trop large pour la problématique sur laquelle on travaille.
Fait qu'on on retrouve pas nécessairement l'information qu'on a besoin précisément, ou des informations, comme dit Cynthia, qui sont beaucoup trop pointues ou moins en lien avec la problématique, l'enjeu qui est souvent actuel, l'enjeu qui est un débordement, l'enjeu qui est un producteur qui dit que son drain est bouché, qu'un cours d'eau devrait être tassé. Fait que, tu sais, c'est pas toujours adapté exactement à notre cadre de gestion là, au niveau des MRC, de la gestion des cours d'eau. Mhm. Bien, ce que vous nous dites, on se l'est déjà fait dire aussi par plusieurs intervenants municipaux. Maintenant, on aimerait que le PDE, dans sa prochaine version, sa version 4.0 pour certains, qui puisse appuyer plus facilement des processus de prise de décision par les acteurs, notamment des acteurs municipaux. Dans les MRC, de quelles informations est-ce que vous auriez besoin de trouver plus spécifiquement pour vous aider à prendre des décisions ou au moins réaliser certaines de vos compétences municipales? Cynthia, on peut penser au schéma d'aménagement, Stéphanie au libre écoulement, à l'entretien des cours d'eau, ou encore toutes les deux aux plans régionaux des milieux humides et hydriques, la protection des rives, par exemple. Vous avez nommé d'autres exemples aussi. Par rapport au schéma d'aménagement, c'est sûr que oui, il peut y avoir des données, notamment pour tout ce qui est de la qualité de l'eau. Est-ce qu'après ça, nous, en se servant de ça, on peut mieux orienter le développement du territoire? Ou encore, bon, je prends exemple, chez nous, on est en train d'élaborer un plan d'action en environnement et où un des enjeux principaux, c'est vraiment par rapport à la gestion de l'eau et notamment toute la question des bandes riveraines. Donc, c'est sûr qu'on manque de connaissances là-dessus. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a moyen de parler avec les OBV. Là, on a d'ailleurs des OBV qui sont avec nous sur ce comité-là en environnement. Puis, il faut, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher de la donnée, mais je pense au-delà de ça, qu'on peut davantage aller chercher des orientations, des objectifs qui ont un lien avec l'aménagement du territoire et qu'ensuite on pourrait intégrer dans nos schémas d'aménagement, plus à ce niveau-là. Ça va bien quand on a juste un bassin versant sur notre territoire. Mais je ne suis certainement pas la seule MRC au Québec à avoir plus qu'un bassin versant sur son territoire. Je pense que la donne se complexifie quand on a plus qu'un bassin versant. Dans mon cas, j'en ai 4, mais j'ai vu qu'il y avait des MRC qui en avaient jusqu'à 7 bassins versants. Donc, comment intégrer des données qui sont parfois disparates entre ces différents plans directeurs de l'eau-là dans un schéma d'aménagement? Raison pour laquelle je pense qu'on est peut-être mieux d'aller vers des orientations ou des objectifs qui, après ça, on peut intégrer dans nos schémas d'aménagement. Puis après ça, peut-être mettre un peu un cadre normatif dans nos documents complémentaires et par la suite dans les réglementations d'urbanisme des municipalités. Merci, Cynthia. C'est vrai que le niveau orientation objectif peut bien se prêter au schéma d'aménagement. On pourra en discuter un petit peu plus. Stéphanie, de ton côté, les gestionnaires régionaux de cours d'eau, vous êtes davantage dans le libre écoulement, dans l'entretien des cours d'eau, aussi un peu dans les PRMHH. Est-ce que ce niveau-là, orientation objectif, répondrait aussi davantage à vos besoins ou vous avez un autre regard sur la situation? Je pense que c'est ça, la gestion du libre écoulement versus la gestion des cours d'eau versus le PRMHH, tous ces besoins-là sont différents. Puis je pense qu'il faut bien s'appuyer sur les différentes juridictions là, des acteurs là, de l'eau. C'est pas tout, tu sais, dans une MRC, on a une certaine juridiction, oui, au niveau du libre écoulement de l'eau. Il y a le schéma d'aménagement au niveau de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme qui aussi, avec le document complémentaire, vient normer un peu ce qu'on peut faire près des cours d'eau, près des milieux humides. Après, il y a tout ce qui se fait au niveau là, provincial, le ministère de l'Environnement, le MFFP, avec l'habitat des poissons, tout ça. Quand on comprend un peu comment la gestion de l'eau se fait, là, toutes les pièces de puzzle de Tetris ensemble, bien là, peut-être que c'est comme ça qu'en sachant qu'est-ce que chaque acteur fait, donc qu'est-ce qui fait nécessite a des besoins, finalement. Il y a des besoins qui émanent de nos compétences. Là, ça permettrait peut-être de mieux cibler les besoins en données. Là. Quand moi, je pense au libre écoulement de l'eau, le travail qu'on fait, souvent, c'est d'évaluer le lidar, le terrain, les obstacles, qu'est-ce qui fait quelle problématique que ça engendre, inondation, érosion. Bien, bref, j'ai besoin d'un certain type de données. Pour faire un portrait, un diagnostic sur mon territoire. Quand je pense au plan régional des milieux humides et hydriques, bien là, quand on pense milieu
humide, OK, c'est bon, tourbière, étang, tout ça. Milieu hydrique, on a un lac, on a un cours d'eau. On n'évalue pas les cours d'eau, les lacs de la même façon. Donc, les données qu'on va avoir besoin sont différentes. Fait que tout dépend de l'objectif qui est visé. Fait que oui, c'est une bonne idée au niveau des schémas d'aménagement d'avoir des grandes orientations qui viennent des OBV par bassin versant. Mais après, quand on fait en plus la gestion des cours d'eau au niveau des MRC, bien là, on a encore un besoin qui est exponentiel puis qui dépend de chaque problématique sur laquelle on travaille finalement. Fait que la réponse n'est pas simple. Mais j'entends quand même de vous deux que des grandes orientations peuvent faciliter une certaine forme d'intégration, mais qu'après, pour des enjeux plus particuliers, bien là, c'est peut-être à d'autres niveaux qu'il faudrait agir. J'entends aussi la notion de plusieurs OBV sur un même territoire des MRC. On pourra y revenir dans quelques questions. Là, je la garde, Cynthia, pour aller un petit peu plus loin. J'aimerais aller un peu plus loin sur cette notion-là d'orientation que vous mentionnez toutes les deux. Actuellement, bon, vous faites des plans régionaux des milieux humides et hydriques sur chacun de vos territoires. Les OBV sont mandatés, eux, pour des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques par bassin versant qui visent à donner une certaine forme d'orientation à l'échelle du bassin versant. Donc, peut-être une expérimentation qui va un peu dans le sens de ce que tu proposais, Cynthia, ou en tout cas qu'il y a des points communs. Est-ce que c'est le genre de choses, les démarches dans lesquelles on est actuellement qui vous pensez sont utiles ou faudrait aller dans un niveau plus précis, un peu plus général? Donc, vos réactions sur les objectifs de conservation puis l'arrimage avec les PRMHH peut-être. Ben, je pense que c'est une bonne chose de le faire, ne serait-ce que pour mieux prendre en compte. Et encore là, moi, quand je regarde mon territoire, c'est un territoire administratif de MRC. Je n'ai pas nécessairement la vue d'ensemble pour chacun des bassins versants, tandis que là, en ayant fait, puis là, parce que chez nous, on le fait, là, mais en ayant fait le travail des objectifs de conservation par bassin versant, bien, c'est sûr que ça permet de voir l'ensemble du bassin versant et des fois même de mieux comprendre certains enjeux qui se retrouveraient, par exemple, davantage sur un territoire d'une MRC versus un autre territoire de MRC. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est intéressant d'avoir cette information-là. Puis, les objectifs de conservation des milieux humides et hydriques des OBV vont certainement permettre d'avoir un PRMHH d'autant plus intéressant. Mais après ça, moi, je pense que tout ce travail de collaboration-là qu'on fait entre les OBV et les MRC, ça peut être que bénéfique, premièrement, meilleur coup de part, j'apprends à connaître les OBV, j'apprends à connaître le monde qui travaille dans ces OBV-là. Puis je vois de plus en plus, mais tu sais, il faut se parler, il faut travailler en collaboration, il faut pouvoir avoir des séances de brainstorming à la limite. Puis après ça, ben, c'est toute l'intégration d'un OBV versus un autre OBV, donc d'intégrer des enjeux qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des bassins versants, par exemple, à l'intérieur même d'une même MRC. Donc, ça va bien quand on a un bassin versant, mais quand on a plus qu'un bassin versant, il faut trouver une mécanique ensuite, comment je vais pouvoir introduire un enjeu plus spécifique pour un bassin versant dans mon schéma d'aménagement qui va se répercuter ensuite dans les réglementations d'urbanisme des municipalités. C'est qu'il y a un travail à faire là, mais je pense qu'en amont de tout ça, le fait de jaser ensemble entre OBV et MRC, finalement, c'est très intéressant. Cynthia, avant de laisser la parole à Stéphanie, tu nous dis, bon, il faut apprendre à se connaître. Vous êtes en train de le faire un peu dans le cadre des PRMHH, des objectifs de conservation. Si je te demande comme ça, en fait, ce qui fait que les MRC peut-être n'utilisent pas beaucoup les PDA, il y a la forme du PDA, évidemment. Là, peut-être le fait qu'on ne se connaît pas très bien ou qu'on pourrait se connaître davantage. Est-ce que c'est plus un, plus l'autre? C'est sur les deux plans qu'il faut travailler en priorité. Quel serait ton avis là-dessus? J'ai envie de dire en parallèle. Autant les PDA apprennent, les OBV apprennent à travailler avec les MRC, mais encore là, je vais faire un meilleur coup de pain. Moi, je ne suis pas la MRC la plus haute au Québec pour avoir pas travaillé dans les PDA de mes bassins versants. Là. Mais je pense qu'il y a nous à mieux comprendre les rôles et responsabilités des OBV et vice-versa, les OBV à bien comprendre aussi le rôle des schémas d'aménagement dans les MRC notamment. Je pense que juste ça, on va déjà faire un pas d'avance et peut-être
au fur et à mesure, il y aura plus d'enjeux, problématiques, orientations, objectifs qui vont s'intégrer dans les schémas d'aménagement. Merci. Stéphanie, des réactions sur les sujets qu'on vient d'aborder? Ben, tu parlais de la forme là, du PDE. Là, je pense que ça passe aussi par là. Là, tu sais, dans l'ère maintenant numérique, là, avoir un PDF de 200 pages à lire ou qu'on peut faire un control find, le mot qu'on cherche en fonction de l'enjeu dans lequel on se trouve, c'est intéressant. Par contre, dans l'ère de la cartographie, l'ouverture là, qu'il y en a au niveau géomatique, je pense qu'il y a des opportunités à saisir au niveau du PDE pour mieux communiquer l'information. Parce que oui, l'information se trouve dans les PDE, mais quand, un, on ne sait pas que ça existe, ou deux, on ne sait pas ce que contient un PDE, puis que c'est dur un peu, tu sais, des fois, c'est du contenu large échelle, un gros bassin versant. Tu sais, on ne peut pas aller voir plus précisément un spot plus particulier. Il y a des initiatives là, dans plusieurs des OBV, là, notamment chez nous, chez Abrinor, là, avec des story maps où là, on a une cartographie interactive. Ça, je trouve que c'est un outil pertinent puis qui permet une meilleure prise de conscience puis d'aller chercher la donnée que tu as besoin pour ton bassin versant ou ta problématique. Tu sais. Puis au niveau des schémas d'aménagement, ça permettrait, je crois que ça permettrait une meilleure compréhension là, pour tous les acteurs, là, pas juste au niveau des MRC, là, autant les citoyens que les MRC. Mais je pense que le citoyen a aussi son rôle à jouer pour stimuler les élus des municipalités qui, eux, vont après être stimulés au niveau MRC. Puis là, après ça, il va y avoir une meilleure communication là, Donc, par si je ces comprends bien, outils-là. Stéphanie, oui, des grandes orientations qui peuvent alimenter une réflexion à l'échelle de la MRC, mais aussi tout ce qu'on retrouve actuellement dans des PDE sous forme de portraits ou de diagnostics, par exemple, ou l'identification des problématiques. Peut-être que de les retrouver dans des bases de données davantage géoréférencées, utilisables, c'est quelque chose qui pourrait faciliter Oui. l'utilisation dans votre travail plus quotidien. Oui, géoréférencé surtout, là, souvent, là, on travaille en géomatique là, dans les MRC, là, puis les bases de données, en fait, il y en existe peu de bases de données. Quand on a fait le PRMHH pour Argenteuil, on s'est rendu compte que l'information est disparate à travers des PDF, des Word, des informations dans la tête des différentes personnes en fonction de leur expérience. Bref, il y a une nécessité actuellement d'avoir des bases de données centralisées et je crois que les OBV sont l'entité dans laquelle on devrait se concentrer pour que, en fait, on ait une mémoire collective au niveau du bassin versant. Là. En ce moment, il y a plein d'événements qui se produisent là, au niveau des inondations, au niveau des problématiques d'érosion, au niveau de l'eau souterraine, mais il n'y a rien qui fait le lien. Il n'y a rien qui. Oui, les PDE sont là, mais on ne fait pas le lien, on n'a pas de base de données pour, après ça, quantifier, faire des statistiques dans le bassin versant puis avoir une meilleure vision de l'ensemble. Il y a les lacs, il y a les cours d'eau, il y a les milieux humides. Dans un bassin versant, c'est l'entité, c'est l'échelle qui serait la plus pertinente d'avoir une base de données complète là, qui rassemble toutes les informations là, au niveau de l'eau. Merci. Une prochaine question pour vous deux, puis je vais faire le lien avec la question d'échelle, Cynthia, que tu abordais tout à l'heure. Les PDA ont tous une structure minimale qui est imposée actuellement, mais ils varient quand même beaucoup en fonction des réalités régionales. Donc, on peut y retrouver les mêmes catégories d'informations, mais pas toujours sous la même forme, pas au même endroit dans le PDA. Donc, pour vous, la diversité des plans directeurs de l'eau sur vos territoires, c'est une force parce qu'ils reflètent davantage le terrain ou c'est plutôt un facteur limitant dans leur utilisation parce qu'on vient complexifier quand même la recherche et l'utilisation de l'information? Bien, c'est sûr que dans l'optique où on a plus qu'un bassin versant à l'intérieur d'un territoire de MRC, c'est intéressant d'avoir, je suis certaine que vous êtes comme nous autres, les schémas d'aménagement, vous avez, chacun a ses particularités, je vais dire, régionales ou de bassin versant, puis on veut vraiment pouvoir en tenir compte, ça, c'est correct, cette histoire-là, tout cet élément-là. Par contre, j'arrive au niveau de la MRC, j'ai besoin de données, je la retrouve dans un PDE, j'espère la retrouver dans les autres PDE, puis des fois, ce n'est pas possible ou c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je comprends l'intérêt après ça de dire, ben oui, d'avoir une certaine uniformité ou même, à la limite,
je ne sais pas, est-ce que ça pourrait être des données qui soient faites sur une même base, après ça, c'est plus facile pour une MRC de comparer des données entre elles de différents OBV. Puis si on cherche une donnée bien particulière, très précise, bien, on est capable de la retrouver dans l'OBV A, B, C, D, E, F, G, peu importe. Mais je pense qu'à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est dans le PDE ou, comme Stéphanie disait, s'il y avait une base de données, des données de l'eau qui étaient faites au sein des OBV, bien là, cette base de données-là pourrait être semblable, pareil pour tout le monde. Fait qu'au moins, c'est plus facile après ça d'aller chercher de la donnée, puis on sait qu'on va avoir le même type de données, peu importe dans quel bassin versant on va aller chercher l'information. Données à jour aussi, là, dans le fond, parce qu'il y a ça aussi qu'on n'a pas parlé encore, là, la temporalité là, des PDE là, qui ont une fréquence là, de révision, oui, mais si c'était dans des bases de données qui sont constamment mises à jour, ben déjà, là, on aurait, quand on a un besoin, on aurait une donnée dont on sait d'où qu'elle provient, quand est-ce qu'elle a été produite, puis ben, est-ce qu'elle est à jour ou pas. Ben, déjà, on aurait une meilleure vision là, de la problématique à l'heure actuelle quand on regarde cette donnée-là. Là. Je pense que ça, c'est essentiel aussi. Là. Peut-être une petite dernière question. Il nous reste 2 minutes ensemble. Ce matin, on a abordé avec d'autres intervenants la thématique des eaux souterraines là, qui sont pas très bien représentées dans les plans directeurs de l'eau. Bon, il y a un enjeu d'intégration des données issues, par exemple, des programmes d'acquisition dans les PDE, mais je pense aussi dans les schémas d'aménagement. Donc, peut-être une question pour laquelle je ne vous avais pas demandé de vous préparer, là, mais comment vous voyez la collaboration OBV, schéma d'aménagement, PDE et eaux souterraines plus particulièrement? Bien évidemment, c'est sûr que je vais être pour cette idée-là. Là. Je fais partie du réseau québécois des eaux souterraines, puis ça, c'est une des actions qui a été mise en place là, pour la prochaine année, d'intégrer les données des eaux souterraines dans des PDE et des schémas d'aménagement. Encore là, ben, il fallait voir est-ce que, mais dans le fond, c'est parce que tout est interrelié entre l'eau de surface et l'eau souterraine, mais l'eau souterraine, c'est beaucoup plus, comment je pourrais dire ça? C'est beaucoup plus abstrait comme données. Là. On s'imagine des rivières comme si c'était des rivières aussi en eau souterraine, mais ce n'est pas le cas du tout. Puis l'information n'est pas nécessairement la même. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement de finir par intégrer ou de prendre en compte surtout toute la question des eaux souterraines, autant en aménagement du territoire que dans la gestion de la protection de la ressource en eau là, au niveau des PDE. Dans Argenteuil, en fait, ça a été intégré, là, la notion d'eau souterraine, là, puis ça a été dans des projets qui ont eu lieu là, en 2009. Là, le projet AFSOC, là, par chez nous, avait qualifié, là, dans le fond, les zones de recharge, puis tout ça chez nous pour le sud du territoire, donc dans les basses terres. Ça a été intégré au schéma après. Là, ça a été intégré principalement dans le document du schéma d'aménagement. Là. Il y a quelques normes dans le document complémentaire là, qui ont été ajoutées par le passé. Mais tout ça, ça s'était fait avec l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord là, sur notre territoire. Là. Donc, il y avait eu une belle collaboration, puis ça s'est ensuite ça a migré dans le schéma d'aménagement. Fait que je pense qu'avec les projets PACES, là, on a un actuellement en cours, là, piloté par nos organismes de bassin versant, autant à Brie-Nord que la Rivière-Rouge. Bref, c'est piloté par eux. Il y a des ateliers dans lesquels on est inclus, on comprend, puis on nous transmet plein de connaissances au niveau de comment ça fonctionne, les eaux souterraines. Donc, de par les connaissances, de par le réseau de nos OBV, on est informé, puis on va mieux comprendre comment le mettre comment modifier encore notre schéma avec ces nouvelles connaissances-là. Donc, je pense qu'il y a une belle l'opportunité qu'ont les OBV là, de jouer leur rôle, c'est vraiment dans l'acquisition de connaissances, là, je pense, puis d'aller chercher l'expertise nécessaire pour comprendre une problématique, transmettre l'information à MRC, puis les MRC d'en prendre connaissance, de participer, surtout, ça, c'est essentiel, pour ensuite là, modifier les schémas. Là. Je pense que cette logique-là, c'est l'avenir là, au niveau des eaux souterraines. Voilà, merci beaucoup, mesdames. C'est déjà tout le temps qu'on avait avec vous. On a d'autres invités intéressants là,
avec qui on va interagir. Vous allez voir dans l'onglet Q&R, questions et réponses, au bas de votre écran. Là, vous pouvez aller les consulter. Il y a quand même plusieurs questions, propositions qui ont été faites par les OBV. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à aller proposer quelques réponses ou pistes de réflexion. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Cynthia, pardon, on te garde pour un petit peu plus tard à l'émission pour le débat sur l'intégration des PDE dans les schémas d'aménagement volontaires ou obligatoires en toute fin d'émission. Donc, merci beaucoup à vous deux. On va poursuivre maintenant avec un reportage de Pauline Marquet au ROBVQ. Je pense que Pauline a une connexion qui est un petit peu instable, donc on va tenter les choses en espérant que tout se passe bien. Sinon, on pourra peut-être changer deux intervenants. Donc, Pauline, es-tu en ligne? Oui, tout à fait. Oui. On peut revenir. Super. Bonjour Pauline. Donc, on a demandé à Pauline de nous préparer un reportage pour cette émission sur les plans directeurs de l'eau et le milieu municipal qu'elle a préparé à partir de données qui ont été extraites d'Agir, l'application qui regroupe le contenu des plans directeurs de l'eau. Donc, Pauline est une passionnée de gestion de l'eau, vous la connaissez. Des PDE, elle en mange. Après avoir travaillé au sein de 4 OBV, Pauline a joint l'équipe du ROBVQ il y a un peu plus de 2 ans pour soutenir les organismes de bassin versant dans l'élaboration de leur plan directeur de l'eau. Elle travaille au développement d'une application, Agir, qui permet de compiler, d'interroger les 40 plans directeurs de l'eau. Donc, Pauline, pour ce reportage, on t'a demandé d'extraire d'Agir les informations qui nous permettent de jeter un regard actuel sur la présence, l'implication du milieu municipal dans les plans directeurs de l'eau, dans les travaux des OBV. Donc, on a un petit 10 minutes devant toi pour nous présenter les résultats de tes recherches. À toi la parole. Merci Antoine. Donc de mon côté, effectivement, beaucoup d'informations dans Agir. Donc, comme l'a rappelé Antoine, l'application de suivi des PDE et PGIR au Québec, malgré les premiers essais prometteurs dès 2015, elle n'a vraiment été effective qu'en 2018. Et puis, Stéphanie, pour faire du pouce sur ce que tu as mentionné avec le contrôle et recherche, eh ben, je pense que cette application répondra en partie aux besoins des acteurs municipaux qui auront normalement accès également à cette application dès l'année prochaine. Donc, toutes les requêtes et les chiffres que je vais vous sortir aujourd'hui sont issus de requêtes qu'on peut et qu'on pourra faire à l'avenir dans l'application Agir. Avant de vous donner quelques chiffres aussi, je tiens à vous mentionner que les redditions de comptes des organismes de bassin versant via l'application ont été rendus obligatoires par Agir seulement en 2019. Par conséquent, les chiffres que je vais vous présenter sont à prendre avec précaution et il se peut fort bien qu'ils ne représentent pas l'exacte vérité puisque toutes les informations des années antérieures n'y ont pas été nécessairement inscrites. À noter aussi que lors de ma présentation, quand je parle des acteurs municipaux, il sera question aussi bien des MRC et des municipalités. Et dans le cas des municipalités, évidemment, on entend aussi bien les municipalités, paroisses, communautés métropolitaines, villes, villages ainsi que cantons. Sans plus attendre, débutons par quelques chiffres. Actuellement, dans Agir, ce sont pas moins de 85 MRC sur les 87 existantes qui sont référencées comme étant appliquées dans au moins une action et réalisation dans Agir, et 530 municipalités, ce qui représente environ 48% des municipalités du Québec. La quasi-totalité donc des MRC et près de la moitié des municipalités au Québec sont impliquées dans des projets de l'Agir au Québec et c'est plutôt positif. Deuxième constat, aujourd'hui, il existe 3721 actions référencées dans Agir par les OBV. Pour 1231 d'entre elles, un ou plusieurs acteurs municipaux sont impliqués d'une quelconque façon, donc aussi bien partenaires techniques, financiers, maîtres d'œuvre ou bailleurs de fonds, ce qui représente environ 33% de l'ensemble des actions saisies dans Agir, et ce n'est pas rien. Plus spécifiquement, pour 11% des actions inscrites dans Agir, les acteurs municipaux sont impliqués financièrement, soit comme bailleurs de fonds ou partenaires financiers. Enfin, si l'on s'intéresse uniquement aux actions terminées par le passé, ces proportions sont assez similaires avec 28% des actions terminées pour lesquelles un ou plusieurs acteurs municipaux sont impliqués. Ces chiffres semblent se maintenir également au fil du temps puisque selon la compilation des formulaires de reddition de comptes sur les réalisations des PDE, pour les plus connaisseurs, les F2, ces derniers suggéraient une implication du milieu municipal de 37% en 2016-2017 et 42% en 2017-2018. Donc, grosso modo, on est entre 30 et 40% en moyenne d'implication des acteurs municipaux dans les actions d'Agir. C'est là aussi une bonne nouvelle avec un maintien de l'implication des acteurs au fil du temps. Parlons maintenant engagement des acteurs et problématiques. Toute proportion gardée, évidemment,
il semblerait que les acteurs municipaux soient impliqués, peu importe leur rôle, majoritairement dans les problématiques de mauvaise qualité d'eau de surface, de destruction et dégradation des milieux humides, suivi de très près par la problématique d'inondation de zones avec enjeux, et enfin de dégradation, perte d'habitat faunique autres que les milieux humides. Si on cherche à différencier maintenant l'implication des MRC versus les municipalités, on constate deux choses et permettez-moi de partager mon écran pour avoir un peu de visuel avec tous ces chiffres. Vous devriez voir ma présentation. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. Super. Donc, si on cherche à différencier l'implication des MRC versus les municipalités par problématique, on constate que les MRC s'impliquent relativement à parts égales dans 5 ou 6 problématiques principales, dont la mauvaise qualité de l'eau de surface et la destruction des milieux humides qui demeurent prioritaires. En plus des problématiques mentionnées précédemment pour les acteurs municipaux en général, on constate aussi que les MRC sont également impliqués dans les problématiques de conflits d'usage. Du côté des municipalités, à présent, les problématiques principales d'implication semblent les mêmes. Toutefois, les municipalités semblent s'impliquer massivement et majoritairement dans les problématiques de mauvaise qualité d'eau de surface. Parlons à présent d'engagement des acteurs par type d'action. Comme vous le savez, l'engagement des acteurs est dans Agir associé aux réalisations. Il est possible par l'application, via des requêtes, de dégager certaines tendances quant au type d'action supportées par les acteurs municipaux dans leurs différentes interventions. En comparant le nombre de fois où un acteur municipal est attaché à un type d'action dans Agir, il est possible de constater, toute proportion gardée encore une fois, que les acteurs municipaux se sont impliqués, quelque implication que ce soit encore une fois, donc ou maître d'œuvre, ou partenaire financier, ou partenaire technique ou bailleur de fonds, dans des actions majoritairement de type intervention terrain, acquisition de connaissances et planification et réglementation. De manière générale et tout confondu, les acteurs municipaux semblent moins impliqués dans des actions de type incitatifs fiscaux, sensibilisation et infrastructure. Autre question qu'on pourrait se poser, existe-t-il une différence dans l'implication des municipalités versus des MRC? Pour les municipalités, ici en bleu, il semblerait que les tendances soient les mêmes et que les municipalités se sont impliquées dans le passé davantage dans des actions de type acquisition de connaissances, intervention terrain, réglementation et infrastructure. Pour les MRC, on voit que la donne est un petit peu différente et que les MRC n'ont pas été impliqués de façon très minime, n'ont pas été impliqués ou de façon très minime dans des actions de type incitatifs fiscaux et réglementation. Ces informations sont encore une fois à remettre en question, notamment par le fait que, par exemple, pour la catégorie planification, associée à la catégorie planification et réglementation, le côté planification a été intégré dans Agir seulement au printemps 2020. Par conséquent, toutes les actions de type planification qu'on aurait pu voir dans cette catégorie auront pu être intégrées dans Agir dans d'autres catégories ou tout simplement pas encore. Et je pense là notamment à tous les PRMHH et les collaborations au BVMRC qui sont relativement récentes. Aussi, considérant leurs compétences respectives, il est normal que les municipalités soient plus interpellées peut-être dans des actions de type réglementation, tandis que les MRC, à une échelle plus régionale, plus globale, soient-elles impliquées dans des projets d'intervention terrain plus grands, ainsi que dans des projets d'acquisition de connaissances à une échelle plus large. On peut penser notamment au PACES avec les présentations qu'on a eues un petit peu plus tôt ce matin. Donc, ces données sembleraient plutôt cohérentes, je pense, avec les généralités. Parlons à présent finances. Je sais que le temps tourne et ça intéresse toujours les participants, ce côté financier. Selon les informations saisies dans Agir, écoutez-moi bien, la valeur cumulative des réalisations de toutes les actions inscrites dans Agir, dans lesquelles les acteurs municipaux se sont impliqués, s'élève environ à 549 millions et des bananes. Je vous présente la diapo suivante. Si l'on regarde la courbe, il semblerait que depuis 2015, la valeur cumulative des réalisations inscrites dans Agir, dans lesquelles les acteurs municipaux sont impliqués, progresse. Et ces chiffres semblent nous suggérer que les acteurs municipaux sont impliqués dans de plus en plus d'actions, ou alors que les actions dans lesquelles les acteurs municipaux
s'impliquent ont une valeur de plus en plus importante. Dans les deux cas, ces chiffres sont plutôt encourageants et l'engagement des acteurs municipaux significatif. Toujours finance. Si l'on s'intéresse seulement aux actions inscrites comme terminées dans Agir, il est possible de constater que les montants les plus importants des réalisations des actions terminées sont attribués aux actions et projets de type acquisition de connaissances, avec toute proportion gardée une valeur cumulative d'environ 16 450 000 $. Les actions de type infrastructure sont elles aussi importantes et cumulent une valeur de 6 171 000 $, suivies de près par les actions de type sensibilisation avec environ 3 millions et quelques de dollars, et enfin les actions de type intervention terrain avec 725 000 $. Si on cherche à corréler les différentes informations que je vous présente, parce que je sais que les chiffres, c'est jamais nécessairement difficile à bien saisir et à corréler, on constate que bien que les actions de type infrastructure ne soient pas celles supportées par le plus grand nombre d'acteurs, eh bien financièrement, elles constituent le deuxième type d'action dont les montants sont les plus importants. Ce qui, encore une fois, demeure cohérent car, bien qu'elles soient moins nombreuses, eh bien, les actions de type infrastructure sont bien souvent plus onéreuses dans la réalité. Et maintenant, vous allez me dire, et le type d'engagement dans tout ça? De quelle façon les acteurs municipaux s'engagent? Rassurez-vous, c'est ma dernière diapo. Afin de se rapprocher de la réalité, d'ailleurs, je vais vous présenter des chiffres qui sont basés uniquement sur les 2 dernières années pour qu'on se rapproche le plus de la réalité possible. Il est intéressant de constater qu'en 2018-2019, l'engagement des acteurs municipaux demeurait relativement équilibré dans chacun des types d'engagement, que ce soit en tant que maître d'œuvre, partenaire technique, financier ou encore bailleur de fonds. Toutefois, en 2019-2020, soit durant la dernière année financière et probablement la plus représentative de la réalité, les acteurs municipaux étaient majoritairement impliqués en tant que maîtres d'œuvre. Les acteurs identifiés en tant que maîtres d'œuvre dans l'Agir sont donc jusqu'à 6 fois plus importants et 2 fois plus importants en tant que partenaires techniques pour l'année 2018-2019. En conclusion, 3 points à retenir des informations saisies dans Agir et de mon enquête. Tout d'abord, que les acteurs municipaux s'impliquent majoritairement dans des actions d'acquisition de connaissances, d'intervention terrain et de planification et réglementation. À l'inverse, peu d'acteurs municipaux s'impliquent dans des projets d'incitatifs fiscaux ou de sensibilisation dans le contexte des PDE. Les acteurs municipaux sont rarement bailleurs de fonds et dans peu de cas des partenaires financiers dans les actions inscrites au plan directeur de l'eau. Et enfin, la quasi-totalité des MRC et la moitié des municipalités du Québec sont impliquées dans une ou plusieurs actions de l'Agir au Québec, et ce pour des actions d'une valeur cumulative de 550 millions de dollars. Et ça, c'est vraiment positif. Donc Agir, une vraie mine d'or et un outil en devenir pour ce type de recherche, en tout cas intéressante, qui pourrait l'être à la fois pour les MRC ou en termes de mobilisation des acteurs par les OBV. Donc, à toi la parole, Antoine. Merci beaucoup, Pauline. Je pense que 549 millions de dollars en investissement, ça mérite une ovation. C'est une longue ovation. Donc, on remarque plusieurs choses intéressantes dans ce que tu viens de nous présenter. D'abord, qu'après 1 année et demie d'utilisation de l'application Agir, on est déjà capable de voir des indicateurs assez intéressants de l'implication des acteurs municipaux dans la gestion intégrée des ressources en eau. Je constate aussi qu'il y a des zones dans nos collaborations avec lesquelles on est probablement plus à l'aise, l'acquisition de connaissances sur les eaux de surface, par exemple, où il y a des zones qui sont peut-être un peu plus à défricher, des collaborations menant à des réglementations, à des projets d'infrastructure, par exemple, sur d'autres thématiques que les eaux de surface. Je vais t'inviter, Pauline, à te joindre aux discussions dans le questions et réponses là, qui sont en cours actuellement pour pouvoir répondre à quelques questions et donner ton avis aussi. On va désormais poursuivre avec notre prochaine invitée, Caroline Brodeur, pour une entrevue, une discussion avec une transfuge. Donc, je vous la présente. Caroline est aménagiste de formation. Elle a passé 18 ans au sein de notre réseau et celui des conseils régionaux de l'environnement, notamment à la direction de l'OBV de la capitale et à la présidence du ROBVQ. Depuis près de 2 ans, Caroline a joint l'équipe de la communauté métropolitaine de Québec, d'abord comme directrice de l'environnement, puis plus récemment comme directrice générale. On peut donc te qualifier de transfuge bien informée quand même. Donc, Caroline, bonjour. Merci d'être avec nous. On l'applaudit.
Bonjour Antoine. Comment vas-tu, Caroline? Ça va bien, toujours cloîtré dans mon divan avec une patte en l'air, mais on va finir par recommencer à marcher bientôt. Il faut dire que Caroline a eu un grave accident de randonnée qui l'amène à être assise dans son salon depuis quelques semaines. On est de tout cœur avec toi. Donc, Merci, merci. je l'ai mentionné, tu es une transfuge. Alors, dis-nous, quand tu es arrivé à la CMQ dans le milieu municipal, qu'est-ce que tu as remarqué au sujet des OBV, surtout de leur plan directeur de l'eau? OK. Ben, je dirais que de façon générale, ce que j'ai remarqué, c'est que les OBV étaient reconnus comme des organismes crédibles et compétents, mais davantage pour des réalisations très spécifiques, comme des projets terrain, des projets d'acquisition de connaissances ou des activités de sensibilisation, plutôt que pour leur mission de base là, qui touche le PDE et la concertation. C'était mon constat de base. J'ai constaté également qu'on connaissait l'existence des PDE, mais pas vraiment leur contenu. On savait qu'il y aurait dû y avoir un arrimage ou qu'un arrimage devrait se faire dans le futur, mais la réflexion s'arrêtait à peu près là. Puis j'ai constaté aussi que le rôle des OBV en matière de concertation était mécompris et complètement inutilisé. Donc ça, c'était le topo général. De façon spécifique, quand j'ai été embauchée, mon premier mandat, j'étais à la direction de l'environnement à l'époque, puis on m'avait confié le mandat de faire un plan de protection des sources d'eau. Bon, ça a évolué, puis c'est devenu une démarche plus large avec une vision métropolitaine de l'eau, mais n'empêche qu'à la base, quand on m'a confié ça, mon réflexe a été d'aller voir dans les plans directeurs de l'eau qu'est-ce qui se passe. Sur le territoire de la CMQ, il y a, je dirais, 6/7, là, le 7e OBV, vraiment une plus petite portion de territoire, là, mais disons 7 pour la forme. OBV, donc qui touche le territoire de la CMQ. Donc, j'ai épluché l'ensemble des PDE pour me rendre compte que l'information que j'avais besoin au niveau municipal en termes de bassins versants, de sources d'eau, ne s'y trouvait à peu près pas. J'aurais voulu minimalement une délimitation, savoir la population desservie, les usages, les pressions, et c'était pas là. Donc, mon premier constat, c'est peut-être que l'échelle à laquelle les plans directeurs de l'eau sont pensés ne convient pas complètement aux besoins des municipalités, quelles qu'elles soient. Donc, ça a été pas mal le premier constat. Mhm. Donc là, tu évoques plusieurs choses. Une question d'échelle, tu as été des deux côtés, hein? Tu en as fait un, même deux, trois Ouais. des plans directeurs de l'eau. Ouais. Tu pensais à ce moment-là, évidemment, faire au mieux pour avoir un plan directeur de l'eau le plus utile Absolument. possible Il à était tes fantastique, mon acteurs. PDE. Voilà, exactement. Je me rappelle te défendre la formule de votre PDE sous forme de fiches en ligne, etc. À quel point c'était fantastique. Je suis convaincu que c'est très intéressant. Mais rendu de l'autre côté, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on fait face à deux solitudes ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir quand même des voies de rapprochement à assez court terme pour que ces deux univers-là se parlent davantage puis puissent collaborer vers des solutions concrètes plus facilement? Il y a clairement des voies de rapprochement, puis je dirais que je travaille très fort à tous les jours pour ça. Mais un élément essentiel, c'est qu'il doit y avoir un lien de confiance entre les OBV et le milieu municipal. Tout à l'heure, mes collègues qui m'ont précédé dans le talk show disaient qu'elles avaient, en tout cas au moins une d'entre elles, peu de connaissances des OBV, puis ne commençaient qu'à peine à travailler avec eux. Je crois que c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'instances municipales et c'était le cas à la CMQ avant que j'y arrive. Donc, on doit consolider ces relations-là, bâtir un lien de confiance. Il faut, d'un certain côté, que les OBV comprennent les besoins du milieu municipal, mais inversement, il faut que le milieu municipal exprime aussi son besoin aux OBV. Si on ne se parle pas, on n'arrivera jamais à trouver de voie de passage. Il faut aussi que le milieu municipal reconnaisse l'expertise des OBV et qu'il y ait une volonté ferme de vouloir travailler de façon complémentaire.
Pas juste dire, ah, je dois intégrer le PDE dans mon schéma d'aménagement. OK, je vais le regarder un peu. Ah, ouais. Ah, ça serait pas pire. Je vais ajouter une phrase puis que ça s'arrête là. Tu sais, c'est pas ça un arrimage, là. Donc, il doit y avoir une volonté pour avoir un rapprochement. C'est la base de tout. Oui. Là, on jase, hein, juste entre nous autres, mais on parle quand On même d'une jase. question une question d'échelle. Tout à l'heure, on parlait d'une question de diversité entre les PDE, d'échelle d'analyse qui n'est pas la même, de structure des données en format fixe PDF. Ça fait quand même là, plusieurs choses dans le modèle actuel qui limite peut-être l'utilisation par les OBV. Est-ce que vraiment on peut penser que les OBV vont être capables de répondre davantage au milieu municipal dans leur PDE? Est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que le PDE devrait servir à ça selon toi? Bien, je pense que le PDE ne doit pas être pensé pour répondre uniquement aux besoins du milieu municipal. Il y a une diversité d'acteurs sur le territoire et c'est important que le PDE puisse en venir à répondre à tous ces besoins-là. Par contre, le milieu municipal est un acteur, si je peux me permettre de mettre le terme de un acteur majeur. Et si on souhaite en venir à un meilleur arrimage entre les PDE, les schémas d'aménagement et les plans métropolitains d'aménagement et de développement, on doit peut-être repenser certains éléments. J'oserais dire que du côté municipal, on doit changer notre façon de travailler. Puis en amont d'un processus de révision, soit d'un outil de planification ou même d'une réglementation, on doit impliquer les OBV. Puis quand je dis en amont, c'est vraiment en amont. On doit réfléchir le territoire ensemble. Il faut que le milieu municipal puisse connaître les problèmes puis comprendre les relations de cause à effet qu'il y a sur chacun de ces problèmes-là. Mais au-delà de ça, on doit arriver à dégager quels problèmes peuvent être solutionnés par le milieu municipal, parce que ce n'est pas vrai qu'un schéma d'aménagement ou un PEMAD peut tout régler. Tout ne relève pas de la compétence municipale, donc c'est important pour le milieu municipal de faire ressortir ça. Puis une fois qu'on a compris sur quoi on peut agir, bien là, on travaille ensemble avec l'OBV pour trouver les meilleures solutions, notamment en matière d'aménagement du territoire. Donc, il y a une bonne côte à remonter pour de nombreuses instances municipales pour en arriver là, je pense. Mais du côté des OBV, il importe aussi de faire un diagnostic qui soit complet des problèmes du territoire, puis qu'on dégage bien les relations de cause à effet, puis qu'on fasse ressortir d'une façon ou d'une autre quels sont les problèmes qui peuvent trouver une solution dans l'intervention municipale. Puis ces éléments-là doivent transparaître dans le PDE, doivent être faciles à retrouver. Maintenant, revient encore la question de l'échelle. Une carte de géologie à l'échelle d'un bassin versant de plus de 1000 km², c'est sympathique d'un point de vue intellectuel, mais pour une municipalité ou une MRC qui doit prévoir les modalités pour le développement d'un quartier, ce n'est pas tellement approprié. Maintenant, on ne peut pas prévoir toutes les figures, toutes les possibilités dans un PDE, puis on ne peut pas y inclure 892 cartes. Donc, le système d'information géographique m'apparaît une solution là, qui pourrait nous permettre là, que les deux instances se parlent puis trouvent une voie de passage pour travailler ensemble. Certainement, puis il y a certainement une réflexion qu'on peut faire conjointement de nos deux réseaux sans avoir tout dans les PDE, mais quel serait justement ce type d'analyse à une échelle plus fine de base qu'on pourrait quand même faire à l'échelle du Québec pour mieux servir le milieu municipal. Il nous reste à peu près 3 minutes ensemble, puis je veux absolument t'entendre sur la vision métropolitaine de l'eau dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui est en cours, qui est élaboré. Le plan d'action est en cours d'élaboration lui aussi. Donc, tu peux peut-être nous en glisser un mot, mais j'aimerais surtout t'entendre là, dans cette vision-là, vous mettez de l'avant beaucoup l'idée d'un aménagement du territoire par bassin versant. Donc, j'aimerais savoir un peu c'est quoi les pistes de réflexion qui sont sur la table à ce sujet-là, de faire passer l'aménagement du territoire à l'ère de l'aménagement par bassin versant. Bien, ça, c'est un principe de base de la vision métropolitaine de l'eau et j'y tiens beaucoup. On réfléchit en comité de divers partenaires pour voir quelle pourrait être la bonne recette pour intégrer la gestion par bassin versant dans un outil de planification municipale du territoire. Puis honnêtement, on n'a pas la recette. Puis même si on le dit depuis 2002 qu'il faut faire ça,
on ne sait toujours pas comment le faire. Donc, tu disais on jase, là, on jase. Là. Mon idée, a priori, est-ce qu'on pourrait penser à une analyse sur le plan de la vulnérabilité d'un bassin versant, par exemple? Mais comment on fait ça, une analyse de la vulnérabilité? Par enjeu, par usage? Est-ce qu'on se fait une analyse multicritère? Bon, ça pourrait peut-être être une avenue. Est-ce qu'on pourrait en venir à une cote de vulnérabilité, si on veut, pour un bassin versant? Puis selon la cote qu'on obtient, on doit appliquer certaines normes en matière d'aménagement du territoire, soit en matière de développement ou de requalification. J'en sais trop rien. Ce sont des pistes de solutions. On réfléchit, mais il faudra réfléchir vite parce que notre PMAD est en révision, puis le premier projet, donc celui qui va être déposé au gouvernement, doit se faire pour le juin 2021. Donc, est-ce que ce sera parfait, ce qu'on mettra sur la table rendu là? Probablement pas, mais ce sera assurément le début de quelque chose qui pourra nous mener plus loin. Tout à fait. Parfait, certainement pas, mais certainement un début. Il y aura encore plusieurs choses qu'on pourrait parler ensemble. Là. Le temps tire à sa fin, malheureusement, mais tu parlais d'analyse de vulnérabilité peut-être par usage. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu au sein des OBV aussi. Est-ce qu'on devrait cheminer vers des PDE davantage par usage? Je sais que vous avez aussi un très bel atlas cartographique là, qui sera bientôt mis en ligne et qui pourrait permettre de répondre un peu à des enjeux qui ont été soulevés par des intervenants précédents à l'échelle de votre territoire métropolitain. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans un futur rapproché. Donc, Caroline, je te remercie. C'est tout le temps qu'on avait, mais je t'invite à rester avec nous à la fois pour la ligne ouverte en fin d'émission, mais aussi pour aller commenter les questions et réponses que tu vas trouver dans le chat si jamais tu as certains éléments de réponse. Donc, on t'applaudit. Donc, notre prochain invité est Pierre Châteauvert de la Fédération québécoise des municipalités. Pierre est un passionné de politique publique, spécialiste des mécanismes de décision. De retour à la FQM depuis quelques années à titre de directeur des politiques, il a été aussi impliqué il y a quelques décennies à son démarrage. Entre-temps, il a été directeur de cabinet, conseiller en développement régional à la Ville de Québec, consultant, directeur des affaires publiques dans le privé. Les schémas d'aménagement, il les connaît, il les suit depuis ses tout débuts à la FQM. Aujourd'hui, on pourrait discuter de plein de choses avec Pierre, mais on souhaite surtout discuter de cet outil, le schéma d'aménagement, de sa vision de cet outil, de ses origines, surtout de son avenir et du contexte de multiplication des outils de planification territoriale. Donc, Pierre Châteauvert, bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, content de te voir avec nous. Ça fait quelques fois qu'on souhaite t'inviter dans un rendez-vous des OBV, mais la période de pandémie nous a amené à toujours reporter ça. Donc, on t'a finalement en version en ligne. Donc, Pierre, ma première question, ce serait concernant le schéma d'aménagement. Je le disais, c'est un outil qui a maintenant quelques décennies, presque 40 ans. Au moment de son idéation, il était le seul réel outil de planification territoriale. On marquait alors un changement vers un regard sur le territoire qui était plus planifié. On allait planifier le développement avec les schémas d'aménagement. Aujourd'hui, je le disais en ouverture, les outils sont rendus multiples. Il y a les PDE, évidemment, les PGIR, les PDZA, les plans de mobilité, les PRMHH. Est-ce qu'il y a trop d'outils? Il y a trop d'outils. Oui et non. En fait, la réponse à ça est dans les fascicules. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des fascicules K1, 2, 3, 4, 5 là, qui concevaient toute la réforme en aménagement. Le Québec, on était très en retard. Là, je remonte dans les années 70, mais on a fait ça par morceaux. Et on a bâti des réseaux parallèles. En fait, je me souviens quand j'étais à la maîtrise de la TDR à Laval, il y avait Lord Giraud, professeur de droit, puis il dit « Bienvenue dans le monde parallèle des lois qui touchent l'aménagement et le territoire ». Et ça continue. Le même discours la semaine dernière sur la protection du patrimoine. Le schéma doit être, devait être, et doit être encore, parce que les gars et les filles qui ont conçu ça, mais à l'époque, c'était juste des gars, c'était comme ça. Mais il y avait des gens extrêmement brillants, puis que où est-ce que les gens, chez moi, c'est là-dedans que tu déposais ta conception, ta vision, l'avenir de la communauté, du territoire qu'on avait dessiné. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, les conseils de comté, les villes n'étaient pas là. Il y avait des chicanes terribles entre tous les domaines entre les villes et ce qu'on appelle les paroisses. Il n'y avait aucune gestion. C'était plutôt toujours de la compétition. Et là, on a dessiné des territoires qui, aujourd'hui,
correspondent pas mal à des communautés. On a réussi à créer des communautés territoriales intéressantes au niveau des MRC. Donc, il y a des problèmes à gauche, à droite, mais grosso modo, je pense que c'est un certain succès. Puis de jour en jour, on le voit. Puis dans la gestion de la crise actuelle, là, ça a été très utile. Bon, là, je n'embarquerai pas là-dedans. Mais le schéma doit devenir le lieu où est-ce que de concertation, puis de conciliation de ces affaires-là. Tant ce qui vient du national avec ses orientations que ce qui part du local. Et on ne pourra jamais dire il y a trop de fatigant si le travail de la planification est inutile, mais là, ce n'est pas de ce dont on parle aujourd'hui. Il y a tellement de problèmes en matière de manque de connaissances, de gestion de territoire et tout ça. On ne peut pas dire qu'il y a trop, mais c'est qu'il n'y a pas de coordination. Puis c'est le rôle du schéma. Et pour dire, des gens vont dire, oui, mais ça ne se fait pas, mais je veux vous rappeler là, qu'en 1985, mais ça, toi, tu t'en souviendras pas, là, mais en 1985, quand Robert Bourassa était revenu pour voir les libéraux, s'était fait élire avec la promesse d'abolir les MRC. Il y a eu des coûts aussi à la réalité de la région, de la conception. Je vous rappellerai récemment, en 2015, où est-ce qu'on a scrappé au niveau régional toutes les conférences régionales des élus, les processus de développement autour des CLD et tout ça. Il y a des chocs réguliers, mais là où est-ce que ce qui est intéressant, c'est que tout ça se relève, puis revient encore de plus en plus fort. On va peut-être y arriver un jour, j'espère. Dans ce que tu nous dis, Pierre, bon, il y a un schéma d'aménagement qui a toujours une raison d'être. Par contre, la façon dont tu le conçois comme étant un lieu d'intégration finalement des autres planifications et tout ça, ce n'est pas tout à fait la façon dont il est conçu actuellement. Le schéma d'aménagement peut être assez long à réviser. Il y a tout le processus de conformité vers les plans d'urbanisme. L'orientation gouvernementale en gestion d'eau, elle n'existe toujours pas après plusieurs années à l'attendre. Donc, est-ce que le schéma d'aménagement, c'est vraiment encore le bon véhicule pour assurer la conservation, l'utilisation durable de l'eau? Sinon, comment est-ce qu'on le fait évoluer selon toi? Là? On jase encore une fois. C'est pas juste de l'eau, c'est tout. Là. De tout, on oui. va demander, essayer de réviser un schéma d'aménagement, là, c'est pas évident. Là. Puis à un moment donné, il y a des gens qui s'essoufflent, mais là, il y a comme une relance. Je veux dire que la responsabilité de ça vient beaucoup de l'État. Parce qu'il y a toujours du monde qui veulent prendre le contrôle. Tu sais, on parlait tantôt, on faisait référence, là, Madame Pauline qui faisait référence, où il y avait comme les gens, quand il y a quelque chose, puis on les informe et tout ça, puis on leur demande, ils veulent s'embarquer, ils veulent faire quelque chose. Il n'y a personne qui veut scraper son territoire, tout le monde veut le mettre en valeur, tout le monde veut essayer de faire quelque chose avec. Bon, vous allez me sortir des cas, mais en général, c'est ce que les gens veulent. Mais le problème qu'on a eu au Québec, et c'est un problème de société, on a des 20-25 dernières années scrappé la présence de l'État en région. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est quoi ce qui s'en va? Les milieux humides, tous les gens des politiques des milieux humides, ils sont 4 à Québec à gérer l'ensemble de la politique puis l'ensemble des dossiers. Ce qui fait que quand tu veux faire quelque chose dans la région, il n'y a personne dans les directions régionales, les directions régionales du ministère de l'Environnement ont été littéralement vidées. Quand il y avait des coupures, on ne coupait pas à Québec. On ne coupait pas à Québec, mais on coupait surtout dans les régions. Ce qui fait que les régions ont été déstructurées. Là, quand il y avait des solutions originales qui demandaient un peu d'originalité, justement, une capacité d'adapter pour arriver à l'objectif, on n'était pas capable. On n'a jamais été capable. L'État ne répondait pas nécessairement aux besoins, à ce qui pouvait se concevoir, puis à l'initiative, puis à l'imagination qu'il y avait possible en région. Et, excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent. Et donc, ce qui fait que bon, je suis en train de perdre mon idée. Ah oui, donc les liens, bon, excusez-moi encore une fois, je vais décrocher. En région, ce qui fait que l'État, tu sais, un processus de décentralisation, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une déconcentration qui l'accompagne. L'État, décentralisation, ça ne veut pas dire je donne ça en région, je ne m'en occupe plus. Il faut que l'État soit là, accompagne le milieu. Et au Québec, on n'a pas fait ça. Bon, on peut dire peut-être pas juste au Québec, mais si on va parler de totalité, l'État n'a pas suivi. D'ailleurs, ce qui confirme ça, c'est l'engouement des politiciens. La FQM, lors de la dernière élection au Québec, avait sorti
un peu son chapeau comme ça. On veut 5 000 de transfert de 5 000 emplois en région. Et tous les chefs de parti se sont garochés là-dessus parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, c'était un problème. Puis c'est un problème vraiment important dans tous les domaines d'activité. Hey, on a fermé des réseaux de direction régionale dans les ministères. On les a vidés. Puis là où est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui se parlent dans des régions, souvent avec le gouvernement, regardez, il y a souvent une direction régionale qui est là. Pour vous faire remarquer, ce n'est pas votre domaine, mais l'immigration, aujourd'hui, le ministère de l'immigration, ça fait 2 ans qu'on leur parle. Là, il vient de sortir un nouveau projet pour retourner en région parce qu'ils s'apercevaient que ça ne fonctionnait pas. C'est vrai dans tout. J'entends dans ton discours là, de plusieurs façons. Tu nous parlais de fermeture des CRI, des CLD, de décentralisation, de manque de ressources dans les ministères. Donc, un manifeste très, très fort pour donner davantage de pouvoir et de ressources aux régions en matière de gestion de l'eau. Est-ce que tu penses que les organismes de bassins versants, si on les fait évoluer dans leur forme, pourraient soutenir cette vitalité-là des régions? Puis, de quelle façon? Quelle est ta vision sur ça? Je vais vous donner... Tantôt, tu as dit que, bon, je suis en retour, effectivement, je suis retour à la FQN depuis 2 ans, parce que j'ai commencé ma carrière ici, mais j'ai été notamment, je me suis beaucoup amusé pendant quelques années à être consultant, puis je travaillais beaucoup. Ça allait super bien, c'était le fun, ça. Je travaillais avec du monde partout au Québec, je travaillais au centre du Québec. Et ils m'ont demandé, ils disent, Pierre, viens nous aider, il dit, il faut qu'on relance la région suite à 2015 et tout ça, l'abolition. Comment on fait? On restructure. Puis on a patenté une affaire, une démarche, ouverte sur les groupes. Bon, en haut, il y avait la table des MRC qui répartissait les ressources financières, une espèce de comité de développement qui était un peu l'exécutif, et des chantiers qu'on appelait, qui regroupaient tout le monde, tous ceux qui voulaient être là. C'est extraordinaire ce qui est sorti de là. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parle dans le monde du développement local et régional là, comme étant un modèle. C'est pas parce que j'étais là, c'est parce qu'eux autres, ils l'ont fait la job. Moi, je pense que c'est ça. Il y a de l'expertise, puis il faut trouver la façon de connecter avec le monde. À partir du moment... je pense toujours à Bromissisquoi, c'est sorti dans les journaux ou hier ou avant-hier. Les Bromissisquoi sont en train de faire... Ils ont réuni tout le monde autour de la table pour mettre en valeur des projets d'amélioration milieu humide, puis d'une gestion de l'eau dans le secteur. Les agriculteurs sont contents, en tout cas, tout le monde est content, puis ils n'y arrivent pas parce que ils ont de la misère parce que le ministère n'est pas capable de répondre, puis en plus, on leur impose une compensation qui n'a aucun bon sens. Donc, on aurait un gain total. On n'est pas capable d'adapter les politiques pour bénéficier de l'imagination puis des initiatives du milieu. Puis ça, à un moment donné, là, mais les gens, je pense que de plus en plus, les gens, ils veulent pousser pour défoncer la machine, pour défoncer le système, pour qu'ils réussissent à s'adapter. Mais c'est un problème, ça. Mais ça, ils vont y arriver. Mais tout ça pour dire que moi, je pense qu'il faut que les gens se parlent de plus en plus. Je suis profondément allergique à la restructuration. Il y a un parti politique qui est venu nous voir la semaine passée puis qui nous parlait de restructurer les régions tout à garde. J'avais répété une fuse. J'ai dit, je suis profondément allergique à ça. Là-dessus, la facilité de tomber dans la structurite, dans l'organisation, dans le légal, dans tout ça, non. Moi, je pense qu'il faut qu'on établisse des lieux de discussion, des lieux de concertation, des lieux d'échange, puis les gens, ils vont faire la job. C'est ça que je pense, fondamentalement. Puis c'est le plus bel... Moi, ce qui me confirme ça, c'est ce qui s'est passé depuis 2015. À l'époque, on a jeté le bébé avec l'eau du bain au Québec. On devait peut-être faire quelque chose parce qu'on était rendu loin d'une certaine façon. Il y avait des problèmes, mais... J'entends aussi dans ce que tu dis, plus de lieux d'échange, de concertation. Les OBV, c'est ce qu'on fait de la concertation sur l'eau, mais peut-être aussi des lieux d'échange entre disciplines. Là, tu nous parles d'exemples où l'eau peut être à côté du patrimoine, des services sociaux, etc. Donc, un regard qui est davantage transversal sur nos régions. Il nous reste quelques petites minutes ensemble, mais j'aimerais t'entendre là, sur un dernier élément qui, dans notre réseau, est important. On a souvent entendu de gens du milieu municipal qui étaient plutôt récalcitrants au plan directeur de l'eau. Ils ne le sont pas tous, mais il y en a là, quand même que les PDE étaient approuvés par des non-élus au suffrage universel. Est-ce que c'est vraiment une préoccupation qui est partagée au sein du milieu municipal? Est-ce que c'est vraiment un frein où on peut quand même avancer avec des planifications, des organisations qui travaillent davantage par la mobilisation puis l'élection de conseils d'administration comme on les connaît actuellement au sein des OBV?
Ben, je veux te dire, c'est parce que notre société fonctionne beaucoup. Le mandat, quand tu mets ta face ses poteaux, c'est quelque chose de fondamental. Puis ça, il faut respecter ça dans tout. J'en suis profondément convaincu. Parce que quand on ne passe pas par ça, puis il y a une façon de, comme on dit, une façon de moyenner dans le bon québécois, là. Mais c'est certain, puis quand la plus belle démonstration, c'est quand les gens se parlent, puis ils respectent la hiérarchie et le rôle de chacun, ça va très bien, c'est pas un problème. Puis quand les gens ne sont pas en confrontation, mais en concertation, ça fonctionne. Mais dans notre société, ceux qui décident, c'est ceux qui mettent la face sur face, c'est pas tout. Ça, c'est la réalité des choses. Puis c'est eux autres qui décident des ressources et tout ça. C'est le système qu'on s'est donné. Mais il faut que. Puis ça, pour l'avoir fait moi-même, j'ai compris ça à ce moment-là, là, en passant. T'sais. Avant, j'étais là, mais j'ai compris l'importance de ça. Mais c'est ça, moi, je pense que c'est possible. Il y a des expériences partout sur le terrain. On n'arrivera jamais à avoir l'uniformité puis à avoir des situations idylliques partout. Là. Il y aura toujours des problèmes, ça, c'est la vie. Ça. Mais on arrive. Mais moi, je pense que ça avance, puis il faut que ça continue à avancer. Merci, merci beaucoup, Pierre, pour ton avis, ton expérience. Je te garde avec nous, mais il y a 3 autres personnes qui vont se joindre parce que c'est maintenant l'heure de passer à notre débat. Donc, Cynthia Boucher de l'Association des aménagistes régionaux, que vous avez vu un peu plus tôt à l'émission, se joint à nous, de même que 2 représentantes de notre réseau des OBV. Francine Trépanier, d'abord, qui est directrice générale de la CARA depuis 30 ans. La CARA qui est l'OBV sur la rivière l'Assomption. Ça a d'ailleurs été la CARA qui a été le premier OBV à se pencher sur l'harmonisation entre les plans directeurs de l'eau et les schémas d'aménagement il y a maintenant un peu plus de 10 ans. L'autre personne qui se joint à nous est Claude Sauvé, président de la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier. Claude, lui, est économiste de l'environnement. Jusqu'à sa retraite en 2004, il était économiste en chef au ministère de l'Environnement du Québec. Par la suite, il a poursuivi sa carrière comme consultant en économie de l'environnement et des ressources. Il est spécialisé dans les analyses coûts-avantages de développement d'instruments économiques appliqués aux problématiques environnementales. Il s'est notamment intéressé aux questions liées à la gestion de l'eau, aux infrastructures municipales. Comme président d'OBV depuis de nombreuses années, lui a été à même de constater les avantages et les limites de la collaboration entre les OBV, leurs PDE, les MRC, les schémas d'aménagement sur le territoire. Donc, les 4, vous vous joignez à nous pour un débat qui porte sur l'arrimage PDE, SAD, intégration des PDE dans les schémas d'aménagement obligatoires ou volontaires. Donc, merci tout le monde d'être avec nous. Francine, Claude, peut-être un petit test de micro pour être sûr que tout fonctionne. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oh, vous m'entendez? Oui, super. Oui, donc, ça va. Bonjour, Francine. Bonjour, On va Claude. débuter par un petit tour de table pour lancer le débat. Je vous donne chacun 1 minute pour ce tour de table-là, donc il va falloir être synthèse. Si je vous pose la question pour ou contre une intégration obligatoire des PDE dans les schémas d'aménagement, qu'est-ce que vous me répondez? Puis je vais commencer, par Francine, qui s'est beaucoup penchée sur la question pour lancer le tour de table. Ben, écoutez, dans leur forme actuelle, là, tant le PDE que le schéma sont 2 outils qui ne se parlent pas, ou très peu, selon les circonstances. L'obligation d'intégration, nous, on pense qu'elle devrait se faire dans les 2 outils, pas seulement le PDE vers le schéma, mais et vice-versa. Alors, dans nos réflexions, c'est sûr qu'à l'époque, on a proposé qu'il soit mis en place un principe régional de gestion de l'eau par bassin versant. Alors, il faut devenir des alliés au Québec. Donc, devenir des alliés, c'est ce qu'on retient, puis une intégration dans les 2 sens. Donc, peut-être pour alterner entre les milieux, Cynthia, je te donnerai la parole en 2e lieu. Oui. Donc, de prime abord, je ne crois pas que les PDE doivent être obligatoirement intégrés dans les schémas d'aménagement. Ces documents de planification, que sont autant le PDE que le schéma d'aménagement, ont quand même des visées différentes et travaillent sur des territoires qui ne se recoupent pas nécessairement et ni entièrement. Donc, je reprends ce que j'ai dit plus tôt, des MRC ont plus qu'un bassin versant sur leur territoire, devient complexe et ardu d'intégrer 2, 4 ou même 7 PDE dans un seul et même schéma d'aménagement. Je crois plutôt que dans un premier temps, il faut que les MRC et les OBV collaborent ensemble, ce qui va entraîner une meilleure connaissance des rôles et responsabilités de tout et chacun. Le travail de concertation et de collaboration qui va ainsi être accompli entre les 2 instances va permettre de faire ressortir possiblement des intérêts à intégrer des orientations et des objectifs liés à l'eau dans nos schémas d'aménagement et de développement
et pour les OBV, d'intégrer des notions d'aménagement et de développement territorial dans leur PDE. Donc, on parle ici davantage de collaboration que d'intégration obligatoire, mais quand même un témoignage favorable à ce qu'il y ait davantage de collaboration. Claude, de ton côté, ton point de vue sur le sujet, intégration des PDE dans les chemins d'aménagement obligatoire ou volontaire? Bon, moi, par des formations professionnelles, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait ailleurs. Est-ce qu'on voit ça, l'intégration des schémas d'aménagement ou l'équivalent avec les planifications de gestion proportionnelle versant? J'ai regardé l'Alberta, la Manitoba, l'Ontario, qui est le plus avancé, évidemment au Québec. Puis je constate, même aux États-Unis, j'ai pu décentraliser aux États-Unis, puis tu constates qu'il n'y en a pas d'intégration. Il y a des façons de le faire qui sont différentes, mais ce que je constate, c'est que les OBV bien organisés, parce qu'il y a peu de provinces où les OBV sont comme, où il y a une prescription, où il y a une législation, où il y a une politique générale. Il y a l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario et le Québec. Ailleurs, c'est des morceaux. Et on se rend compte que quand ils font ça, à part du Québec, le monde municipal est au cœur de ces organisations-là. Et d'une part, et d'autre part, à la fois quand ils font ça, il y a du financement qui est rattaché à l'exercice de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Au niveau quand je parle du financement, là, il y a le financement municipal, c'est-à-dire que dans la législation ontarienne, autant que dans la législation manitobaine, les municipalités sont obligées de contribuer au financement des organismes de bassin versant, ou l'équivalent des Conservation Authorities de l'Ontario. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'obligation, il y a comme une interinfluence, et ça se fait, par exemple, en Ontario, bottom-up, c'est-à-dire on compte sur les municipalités pour le faire. Ça ne fonctionne pas très bien. Ça fonctionne un peu, mais ça ne fonctionne pas très bien. Alors que chez nous, on est plus au niveau centralisé. C'est via les orientations gouvernementales, l'approbation des plans directeurs de l'eau par le gouvernement. On dit, bon, ben, si le gouvernement l'approuve, les schémas d'aménagement, tout ça, ça va s'allumer. Ce n'est pas le cas non plus. On s'en rend compte. Donc, ce n'est pas un problème facile, cet allumage-là. Je dirais que pour répondre directement à la question, il y a une considération importante quand on fait dans les processus d'édition des OBV, c'est le processus de concertation. Dans les municipalités, c'est un processus où ce sont des élus, comme disait M. Chaudobert, c'est quand tu as ta face sur un poteau, c'est eux autres qui prennent la décision. Ça, c'est important. Et Claude, je t'entends bien, je t'interromps un petit peu parce que tu vas très loin, mais on va y revenir. Je vais juste compléter le tour de table avec Pierre Châteauvert, puis je reviens à toi juste après parce que je retiens cette idée d'avoir le monde municipal vraiment au cœur des organisations de bassins versants. Je pense que c'est un sujet qu'on pourra explorer les quatre ensemble, mais avant, Pierre, j'aimerais entendre ton avis sur la question de départ, intégration des PDE dans les schémas d'aménagement, obligatoire ou volontaire. Moi, je vais vous dire, ben honnêtement, les dernières décennies ont démontré que tout ce qui est obligatoire, ça fonctionne. Exact. Ce qui est sensibilisé, lorsqu'on sensibilise, c'est incroyable. Quand j'ai commencé dans le monde municipal, les élus ne voulaient rien savoir des bibliothèques. Aujourd'hui, là, c'est une grande fierté parce qu'il y a du monde qui ont pris le taureau par les cornes, a fait le bâton du pèlerin dans le ministère de la Culture, dans les directions régionales, pour convaincre chacun des élus. Quand les élus puis leur bibliothèque, là, c'est hallucinant. C'est la même affaire. C'est de la sensibilisation. C'est de la sensibilisation. C'est plus long, mais ça marche. L'obligation, là, on le voit là, présentement. Là, je ne sais pas si là, vous ne suivez pas ça, mais il y a le projet de loi 67 là, où est-ce que l'omnibus, puis on parle par rapport à la location des Airbnb, en tout cas, un pouvoir réglementaire pour les municipalités. Les élus sont en train de se lever, là, ils sont en beau joie le vert parce qu'on attaque leur fierté, des choses comme ça. Les élus municipaux sont de plus en plus fiers de ce qu'ils font, de ce qu'ils interviennent. Ça, c'est une observation que j'ai faite, là, parce que c'est un bout, je suis parti, puis je suis revenu, là, genre, ça me frappe. Puis il y a de plus en plus de jeunes, puis à la prochaine élection, il va y avoir encore un gros changement, un gros renouvellement. Puis ceux qui s'en viennent, c'est parce qu'ils veulent faire quelque chose. Ça a beaucoup changé. Avant, c'était l'institution, tu sais, c'était la communauté, ceux qui venaient, qui se mêlaient. Là, il y a des gens qui veulent faire des choses, qui veulent bouger. En matière de développement, on le remarque, c'est incroyable ce qui se passe dans tout. Donc, ces gens-là,
oblige-la à faire quelque chose, ils vont faire l'inverse. Moi, je suis de cette nature-là. Moi, il y a quelque chose d'obligatoire, je passe à côté. Mais, Pierre, c'est très intéressant ce que tu dis dans le chat, dans les questions-réponses. Il y a aussi beaucoup de gens qui semblent s'intéresser à la notion de l'innovation, puis l'innovation qui peut avoir un peu les pieds coupés par le système actuel. On pourra revenir à ça aussi. Mais avant de retourner à Claude, je fais un détour par Francine. Francine, dans le tour de table, bon, tout le monde nous a parlé de sensibilisation, collaboration à différents niveaux. Tu es peut-être celle qui va le plus loin dans tout ça en disant oui, collaboration, puis même tu nous parlais à l'époque d'harmonisation des processus PDE et SAD, mais je pense que j'entendais dans ton discours quand même qu'il y a une importance que les documents trouvent écho l'un dans l'autre. Donc, ce que tu entends des autres panélistes ici, tu es en accord, il y a des choses qui t'accrochent sur lesquelles tu aimerais réagir? En tout cas, ça me fait plaisir parce que je regarde, écoutez, il faut se remettre dans le contexte là, de 2007 où notre organisme avait produit un des premiers plans directeurs de l'eau au Québec. On était un des premiers à avoir reçu l'approbation gouvernementale. Puis, dès lors, on avait amorcé une réflexion. Notre plan d'action s'inscrivait par enjeux territoriaux, dont notamment l'arrimage entre le schéma d'aménagement et le plan directeur de l'eau qui, pour nous, puis on travaille encore dans ce processus-là, je te dirais même de réflexion qui évolue encore. Le besoin d'approfondir la démarche, elle est devenue à ce moment-là, en 2007, je vous rappelle, ça fait quand même quelques années, comme étant imminente parce que les MRC voyaient arriver, si je peux dire, le train. Toutes les 40 autres OBV avec leur schéma avec leur plan directeur de l'eau et leur plan d'action. Alors, j'ai été vraiment choyée de bénéficier de l'expertise pendant plus de 2 ans des 10 MRC de notre territoire, pour lequel on a passé au travers de tout. Hein. Je pense que tout ce qui a été dit est vrai. Le questionnement sur les liens de confiance entre l'OBV et la MRC, la fiabilité des données, le besoin de clarifier les rôles et responsabilités de chacun dans un contexte d'intervention, c'est tous des propos qui ont été discutés. Le besoin de favoriser une cohérence entre les orientations et les actions énoncées. Et c'est ce qui fait qu'on en vient à l'importance que les deux outils se parlent, que les deux outils, en tout cas, on a proposé, lorsqu'on a publié en 2011, la notion d'un cadre régional de gestion par bassin versant où pourraient être définies des orientations, des objectifs, des politiques, mais il faut que ça se traduise au niveau des outils locaux. Parce que les municipalités, l'application, si on veut que les actions puissent prendre forme, ben, on a travaillé à l'échelle schéma et municipal, plan d'urbanisme et règlements là, qui en découlent. Alors, vous comprendrez que c'est un beau plaisir tout ce que j'entends après-midi parce que écoute, tu nous parles de cadre régional. Là, je me rappelle bien de ça pour avoir suivi les travaux à l'époque. Maintenant, on a entendu Caroline Brodeur tout à l'heure avec la communauté métropolitaine de Québec qui est en train de se doter d'une vision de l'eau dont une des principales orientations, c'est de l'aménagement du territoire par bassin versant. Il y a certainement quelque chose là qui fait plaisir à tes oreilles. Il y a une question ici là, qui est proposée par Mireille Chalifour, mais s'il y a une chose que tu vois comme héritage de tous ces travaux là, dans les 10 dernières années sur l'harmonisation PDE-SAD, ce serait quoi? Écoute, il y a, OK, l'harmonisation PDE, schéma, c'est une chose. Puis ça a été discuté aussi. L'harmonisation entre nos plans directeurs de l'eau, on travaille sur des territoires en commun. Alors, ça a été énoncé aussi tantôt, la difficulté d'obtenir des données uniformes. J'ai accueilli, je pense, si je ne fais pas erreur, tantôt, c'est Stéphanie Morin, l'idée d'un point de chute des informations sur le territoire. Ça a été amorcé aussi dans nos discussions que si l'OBV devenait le point de chute de toutes les informations régionales en matière de gestion de l'eau, liées à la gestion de l'eau et du territoire aussi, ça permettrait d'avoir une banque beaucoup plus utile et facile pour nos MRC. Mais la base de la réflexion, c'est la collaboration, la confiance, puis le respect des compétences de chacun.
Je vais aller vers Claude un petit peu. On va mettre un peu de crunchy. C'est un débat après tout, hein, mais Claude, moi, j'ai retenu quelque chose que tu nous as amorcé rapidement. Bon, l'importance que le milieu municipal soit au cœur des organisations de bassin versant. On voit qu'ils sont très impliqués dans la mise en œuvre des PDE. Maintenant, quand on regarde la participation au sein des tables de concertation, c'est très variable d'une région à l'autre, selon la municipalité, selon la MRC, des fois des professionnels, des fois des élus, des fois personnes qui sont présents. L'autre chose que je retiens de ce que tu nous as dit aussi, c'est un peu un sentiment d'un faux bottom-up où on n'arrête pas de dire qu'on est dans une approche de mobilisation, de bottom-up, du bas vers le haut, mais finalement, on demande aux acteurs régionaux de se regrouper, de faire des PDE ou de faire des schémas d'aménagement, puis après, on attend la fameuse autorisation gouvernementale ou les indications gouvernementales de comment on va s'arrimer. Donc, c'est deux éléments là, de ton discours que je trouve intéressants. Peut-être si tu veux réagir là-dessus. Puis après, j'aimerais t'entendre, Cynthia, un peu sur ces deux mêmes éléments-là aussi que Claude va aborder pour avoir ton regard d'aménagiste. Simplement une donnée qui me frappe tout le temps, moi, c'est que dans l'équivalent des OBV au Québec, qu'on voit ailleurs au Canada, de façon générale, le monde municipal est majoritairement, des fois totalement. Dans les Consolidated Authority, c'est tellement municipal. Dans le cas du Manitoba, c'est tout municipal et une partie du financement importante en Ontario et dans l'Alberta. C'est un tiers dans l'Alberta, 50% dans l'Ontario. On ne parle pas des petits budgets, là. C'est municipal et des implications municipales. Puis là, l'idée est que on n'a pas juste une contribution gouvernementale, on a une contribution du milieu parce que c'est eux autres qui sont les bénéficiaires de cette expertise-là. Le deuxième point que je veux soulever, c'est que donc, c'est important cette contribution-là. Je regarde même l'accord français dont on s'inspire, là. Ben, si vous regardez la composition des conseils de bassin, c'est 40% autorité locale, 20% gouvernement, puis 40%. Il y a quelque chose qui mérite un ajustement ici, à mon avis, au Québec, avec le financement. Un financement qui est plus décentralisé. Par ailleurs, un point important qui ressort, la connaissance. L'endroit où il peut y avoir un aliment solide, il peut y avoir même une obligation, dans la mesure où on peut le faire, c'est au niveau de la connaissance. L'arme la plus importante en matière de protection de l'environnement, de gestion de l'eau, c'est vraiment la connaissance. Puis on n'a pas assez, puis on a beau avoir le portail sur l'eau et tout ce qu'on voudra. Et l'idée que, je ne sais pas qui a soulevé, que les OBV deviennent une espèce de porteurs de cette connaissance intégrée sur leur bassin versant de l'eau et qu'il soit un endroit de référence pour les MRC et les municipalités. À mon avis, c'est très porteur. Sur la concertation, je pense qu'il faut que ça se reste distinct parce que c'est deux mécanismes qui sont différents. Un mécanisme d'élu et un mécanisme de concertation d'acteurs de l'eau. Oui. C'est une idée qui était amenée par Stéphanie Morin tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Puis dans ce que tu dis, j'entends un peu le modèle de syndicat mixte en France, qui serait un peu comme une régie intermunicipale, presque au Québec, là, ou inspiré d'eux. Cynthia, dans les propos de Claude, est-ce qu'il y a des choses qui te font réagir, des points d'accord, de désaccord? Quelle est ta vision sur tout ça? Bien, je trouve en effet qu'il faut, dans un premier temps, sensibiliser les élus municipaux à toute la question de l'eau, mais l'humain étant l'humain, tant qu'on n'est pas touché directement par une problématique X, Y, Z, puis là, dans ce cas-ci, ça pourrait être la pollution d'une prise d'eau municipale, par exemple, ou des choses comme ça, on a tendance à ne pas avoir envie d'agir jusqu'au jour où on est directement, puis là, tout à coup, où on est directement impliqué, et là, tout à coup, le whoop, ça devient important, puis là, il faut vraiment agir, puis là, il y a comme quasiment une urgence d'agir. Mais c'est pour ça que la sensibilisation des élus, puis, tu sais, dans mon idée de collaboration, c'est un peu ça aussi que j'y vois, tu sais, de faire prendre conscience aux élus que la protection de la ressource en eau, c'est quelque chose d'important, puis il faut le prendre davantage en compte, je pense, dans nos schémas d'aménagement. Mais, tu sais, encore là, je pense qu'au niveau des PDE versus les schémas d'aménagement, reste que certains éléments des PDA qui peuvent être intégrés dans les schémas d'aménagement, mais il va toujours rester une partie qui devrait rester pour et par les PDA. Et nous, ben, après ça, on peut prendre des orientations, des problématiques, puis les ramener, puis aller chercher un cadre plus réglementaire suite à ça. Mais si nos élus sont sensibilisés par la base,
bien, je pense que tout ça va se faire plus rondement. La loi sur l'eau actuellement là, de 2009 dit déjà que les schémas d'aménagement puis plein d'autres planifications là, devraient prendre en considération les plans directeurs de l'eau, mais en ce moment, il n'y a pas de mécanisme de vérification de ça qui a été fait. En même temps, un mécanisme de vérification supplémentaire, c'est un peu du top-down supplémentaire. Je vois Claude qui hoche de la tête, mais est-ce qu'à ton avis, il devrait y avoir une forme de vérification, une checklist pour s'assurer au moment du dépôt du schéma d'aménagement qu'il y a eu une bonne collaboration avec l'OBV? Ou là, je donne ça à titre d'exemple, je n'ai pas d'idée particulière sur le sujet, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire quand même pour un peu obliger la collaboration, la prise en considération? Il y a ce qu'on appelle des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Et je pense que ça devrait passer par des orientations. J'ai juste fait une petite révision vite hier là, de ce qu'on a dans les OGAT. Ma foi, on n'a pas grand-chose à part 2001 où le gouvernement invite, lorsqu'il y aura une stratégie québécoise de l'eau, d'adopter, de prendre en compte tout ça dans nos schémas d'aménagement. C'est ça qu'on a comme orientation actuellement. Donc, puis oui, le gouvernement a travaillé sur des nouvelles orientations qui ne sont pas rentrées en vigueur, mais dans lesquelles on prenait davantage en considération toute la question de la ressource en eau. Moi, nos schémas d'aménagement, dans le fond, quand le gouvernement vient chercher, ça sort de la conformité à quoi? Aux orientations gouvernementales. C'est par ça, à mon sens, qu'il faut aller chercher toute la question de la ressource en eau. Pierre, les OGAT, c'est quelque chose que tu connais bien. Tu as suivi le chantier de la révision aussi. L'orientation gouvernementale sur la gestion de l'eau est toujours pas active. Celle-là sur la biodiversité qui comprend les milieux humides et hydriques non plus, à ma connaissance. Pour toi, est-ce que c'est la voie à une révision des OGAT, une OGAT plus claire en matière de gestion de l'eau? Je vois un sourire en coin, là. Je te prends au dépourvu peut-être. Non, pas du tout, parce que je suis inquiet ainsi là-dessus. Mais juste dire par rapport à Mme Trépanier, là, il y a quelque chose, je reviens à 67, il y a un élément qui est introduit dans la loi qui est important. Où est-ce que tu as un pouvoir qui va donner au MRC d'adopter une réglementation qui va s'appliquer directement sur le territoire en matière d'inondation et tout ça. Ça, c'est une première étape majeure qui pourrait permettre d'avancer plus rapidement. Parce que souvent, le problème, c'est que ça ne se rend pas en bas. Puis on sait pourquoi. Là, bon, tout ça. Donc, ça, là-dessus. Mais les OGAT, les fameuses OGAT. Le plus drôle, compter une petite anecdote, moi, j'ai été directeur du cabinet de Chevrette, mais avant de devenir directeur, j'ai été attaché politique. Un des dossiers que j'ai eu en 1995, c'était, et on avait révisé les OGAT. Et quand je suis revenu à la FQM, Daniel Gaudreau, qui était sous-ministre de l'aménagement, il m'a dit « Ouais, il faut les renouveler. » Il dit « Ouais, mais c'est ça, mais ils ont été renouvelés. » Il dit « Non, Pierre, il dit, la dernière fois, c'était toi qui étais l'attaché politique en 1995, et là, on est en 2018. » Donc, sur les OGAT gouvernementales, puis de dire que la capacité à l'État, puis ça, c'est lié directement à ce que je disais tantôt, l'État n'est pas hyper performant, puis tout ça. C'est pour ça qu'il faut provoquer. Moi, je pense qu'il faut provoquer, puis la politique nationale, l'aménagement, moi, je ne suis pas de cette école-là. Là. Moi, je pense qu'il faut plus regarder l'approche et tout, la façon de travailler, ça va être beaucoup plus. Mais je vous avouerai que c'est ainsi, je suis très, très, très inquiet parce que la pandémie, avec ce qui se passe, les possibilités de déplacement de ce qu'on se passe, les prochaines années, je suis inquiet. Je vais vous dire bien honnêtement, très inquiet sur la capacité pour le Québec de réfléchir de façon posée et, sur des problématiques comme celle-là. Ce qui fait que c'est pour ça que, en fait, bien honnêtement, je suis très inquiet par rapport à tout ça. Où est-ce moi, je pensais qu'avant la pandémie, je pensais qu'on était parti, puis on y allait, surtout les travaux dans l'inondation. L'État, Antoine était là, toute la gang, toute une bonne gang, on était là, puis il y a des choses intéressantes qui se faisaient, mais là, je ne suis pas capable. Je veux dire, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là pour cette raison, pour poser l'inquiétude que j'ai présentement. J'entends quand même dans ce que tu nous dis, Pierre, un souhait que peu importe le moyen qu'on choisisse, qu'on aille vers quelque chose qui permet d'avoir plus de performance en aménagement du territoire, que le GAT en ce moment, bien que ce soit le mécanisme privilégié pour donner des indications par l'État au sujet des schémas d'aménagement, bon, c'est peut-être pas 100%. L'État, ça fait 20 ans qu'il est bloqué, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et là, on l'a vu, il y a un nouveau gouvernement, ils se dépêchent, il n'y avait pas nécessairement de programme, puis là, ils font plein de réformes. On pensait que ce n'était pas un gouvernement réformateur, ils en font dans toutes sortes d'affaires parce que pendant 10, 15, 20 ans, en fait, les dernières réformes, ils datent des 2000, 2000. Dans 15 ans, on n'a rien fait. 20 ans, on n'a rien fait au Québec.
rapport d'un Bien, ce serait ma question finale, en fait, pour les 4. Si je vous laisse 1 minute chacun pour conclure. Si on voulait faire un pas en avant, une chose là, pour que aménagement du territoire, gestion de l'eau se rapproche pour améliorer la performance en aménagement du territoire en matière de gestion de l'eau, une seule chose, ce serait quoi? Donc, je ne vais pas nommer personne parce que celle qui se sentira inspirée pour relancer ça. Une grosse conversation locale avec les élus entre le monde sur comment on s'attaque aux problèmes, on identifie qu'on s'attaque aux problèmes. Conversation locale, nationale aussi, ou on multiplie les conversations locales? Oui, mais le national, comme je disais tantôt, moi, je suis profondément inquiet. Moi, je pense que le local, c'est lui qui peut encore le plus bouger. Les prochaines élections, ça va être important. Merci, Pierre. Donc, grande conversation locale. Quelqu'un d'autre veut se lancer? Je partage cet avis-là. Je pense que, puis particulièrement pour les OBV, ils sont bien utiles en région pour les municipalités qui sont de moins d'importance. C'est pour ça que c'est la FQM est avec nous aujourd'hui, pas l'UMQ, mais la FQM. Donc, l'importance de s'arrimer bien correctement avec le monde municipal, puis d'être capable de réfléchir différemment notre approche et surtout concentrer sur l'acquisition de connaissances. On peut réussir à faire mettre de l'argent par le gouvernement dans l'acquisition de connaissances pour qu'on développe nos réseaux de connaissances pour supporter le monde municipal. Parce que notre utilité, c'est de supporter le monde municipal dans leur prise de décision qui tient compte de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. C'est au niveau des décisions locales que ça se prend, ça. Les villes comme Montréal ou Québec, ils ont une capacité, il n'y a pas besoin de nous autres. Mais les municipalités qui sont de plus petites envergure, eux autres ont besoin de nous autres, puis on peut leur être utile. Puis c'est pour ça que, à mon avis, c'est notre principal cheval de bataille. J'ai aussi souvent dit ça, Claude, mais j'ose plus le dire maintenant que la CMQ et la CMM, toutes deux, font appel aux OBV pour des démarches de concertation régionale. Donc, il y a besoin de nous, mais de façon différente, disons-le. Ben, mettons qu'on est plus loin. Mettons qu'on est plus loin. Oui. Francine, ta minute de la fin, donc une chose pour améliorer la performance d'aménagement du territoire en matière de gestion de l'eau. Écoutez, je vais dans le même sens que nos collègues cet après-midi. Écoutez, là, quand les OBV ont eu le mandat là, dans notre dernière convention d'objectifs stratégiques de conservation des milieux humides et hydriques, je me suis dit, voilà une opportunité de relancer le processus d'arrimage, de discussion, de collaboration avec les MRC du territoire, de rappeler ma table avec mes 10 MRC, mais j'y ai intégré aussi les autres organismes de bassin qui touchent le même territoire là, par région. Puis on était dans une démarche de réflexion régionale, mais là, la COVID nous a coupé les jambes. Mais oui, s'asseoir ensemble, puis de remettre la table, je pense qu'on peut avancer là, de façon bien intéressante. Moi, j'y crois, en tout cas, énormément. Merci. Cynthia? Je pense que la discussion, là, je vais parler pour Chaudière-Appalaches où on a entamé les PRMHH de façon régionale et où, à la même temps, on a les OBV, les MRC et le CRECA, le Conseil régional en environnement de Chaudière-Appalaches. Je pense que ça, pour en tout cas Chaudière-Appalaches, ça constitue une belle base parce qu'on apprend davantage à se connaître et à voir les points d'intérêt qu'on peut avoir ensemble. Et évidemment, c'est sûr qu'avec les PRMHH, on a tous les élus qui vont être là, qui vont être mis à partir dans tout cet élément-là de planification. Donc oui, effectivement, là, d'avoir une collaboration, la sensibilisation de part et d'autre par rapport à l'aménagement, par rapport à la ressource en eau, ça va constituer une belle base pour améliorer justement la performance de toute la ressource en eau. Merci beaucoup à vous quatre. Je vous invite à rester en ligne. On va passer à la ligne ouverte et il y aura peut-être des questions qui vous seront adressées, mais je vous remercie et l'auditoire aussi. Donc, Sébastien, je t'ai invité à prendre les autres intervenants et à les remettre en ligne pour que tout le monde puisse participer à la ligne ouverte. On a encore 10 à 15 minutes devant nous pour prendre des questions de l'auditoire. La façon dont ça va fonctionner, c'est que si vous souhaitez poser une question à l'un ou l'autre de nos invités à ce talk show, vous pouvez le signifier dans le bloc de questions et réponses. Puis Sébastien vous donnera la parole. Est-ce que les autres conférenciers veulent activer leur caméra? Deux petites secondes pendant que les gens allument leur caméra. En fait, pour faire une vraie ligne ouverte, il y a l'option dans Zoom de lever la main.
qui va mettre les gens en file. Moi, je vais retourner en régie, puis quand tu vas dire on passe à un autre appel, moi, je vais nommer la personne, puis vous avez 4 ou 5 secondes pour réagir sur le micro. Ça, c'est comme les gens qui attendent au téléphone pour de vrai en ligne. Si vous ne réagissez pas, vous êtes endormi, on passe à l'autre appel. Donc, on passe au premier appel, Sébastien. Il faut que quelqu'un lève la main. Le premier qui lève la main, puis je vais retourner, moi, en régie. Donc, je vais en nommer un, puis Sébastien va activer le micro. Donc, il y a eu plusieurs échanges, là. Et il nous manque peut-être la caméra de Stéphanie, je crois, dans les intervenants, ou moi, je ne la vois pas. Est-ce que vous la voyez? Oui, elle vient d'apparaître avec nous. Donc, est-ce qu'on a un premier appel, Sébastien? Toujours pas. Je rappelle qu'il faut lever la main, le bouton avec la petite main dans le milieu. Donc, sinon, je vais me mettre à nommer des gens. OK, Philippe Dufour. Premier appel, Philippe Dufour, à toi la parole. Ouvre ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je me lance. Ce n'est pas une question spécifique, mais c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Puis Antoine t'en a parlé tout à l'heure. Et j'ai entendu Cynthia en parler à l'intérieur. C'est qu'on essaie d'arrimer 2 outils. On a un volet qui est très, je veux dire, sciences naturelles au niveau des organismes de bassin versant. Ça a beaucoup été la main-d'œuvre qui a été engagée dans le passé. Puis lorsqu'on arrive au niveau municipal, puis on arrive pour mettre ça en concret sur la gestion du territoire, on parle plutôt de sciences humaines. Puis c'est à cet endroit-là que les dernières années, je me suis posé beaucoup de questions, puis j'ai eu des débats avec mes employés. Puis c'est un peu là que je vois les difficultés au niveau de l'arrimage. Je prends par exemple au début, lorsque les aménagistes parlaient, à vrai dire, pour le monde, je suis aussi un aménagiste du territoire. J'ai fait la maîtrise également, puis mon équipe sont plus des sciences naturelles. Fait que vous comprenez déjà ma position que je vais prendre à travers mon discours. Puis si je parle trop longtemps, dites-moi là. Hein, là, je parle devant un écran qui est vide, fait que c'est comme si j'avais du temps illimité. Mais si je reviens, c'est que au niveau des aménagistes ou des urbanistes ou des membres des municipalités, ils vont essayer de souvent chercher du concret. Au niveau des données sur le terrain, on parlait, là, on va aller essayer de consulter la base de données de PDE, mais ils n'iront pas voir les actions qu'il faut qu'ils soient faites sur le PDE. Ils vont aller voir s'il y a des problématiques spécifiques d'érosion à un endroit pour répondre à une problématique qu'un citoyen ou une municipalité a répondu. Puis nos PDE, dans le temps qui nous a été demandé avec le territoire qu'on a, on n'était pas capable d'aller aussi spécifique. Puis ça, c'est une question qui a déjà été pas débattue, mais qui a été mise de l'avant. C'est la grosseur de nos zones d'intervention, surtout pour le portrait. Puis ce volet-là de l'information qui est demandée, c'est le volet, je dirais, sciences naturelles, le portrait des PDE, de nos zones d'intervention. C'est quelque chose qui est plus concret. Il y a une problématique au niveau de la qualité de l'eau. Problématique, c'est des constats de dépassement de qualité de l'eau, de coliformes fécaux, peu importe, ou d'érosion, de sédimentation, d'inondation. Mais ça, c'est très scientifique, puis c'est ça que souvent les employés vont avoir besoin au niveau des municipalités. Par contre, lorsqu'on arrive dans la planification, ou même nous, dans notre PDE, au niveau du plan d'action, dire qu'il y a un dépassement de coliformes fécaux en endroit, ça ne répond pas nécessairement aux personnes, puis ça a été mis de l'avant aussi dans la discussion, là. Pour madame et monsieur tout le monde, ce n'est pas une problématique, c'est difficile d'aller leur parler. Donc là, on arrive plus dans les sciences humaines. C'est pour ça que je sépare le PDE en deux. Philippe, je t'invite à, je pense comprendre ta question, mais pour avoir le temps d'en prendre d'autres, c'est au niveau de la différence de discours, différence de regard qu'on a entre les sciences humaines, les sciences pratiques, entre l'aménagement du territoire et les plans directeurs de l'eau qui sont souvent faits par des géographes, des biologistes. J'arrivais justement à la fin, là, juste pour dire à la fin. Au niveau des actions, c'est beaucoup plus sur les usages. Exemple, en érosion, il va l'avoir du côté naturel, puis ça va y aller. Puis on le voyait dans tous les détails de la base de données de la GER, que l'érosion était là, mais en fait, l'érosion n'est pas nécessairement une problématique. La problématique pour les personnes qui ça va parler, ça va être perte de sécurité, perte d'économie pour les agriculteurs ou des choses qui vont vraiment parler, puis c'est au niveau des usages. Puis je sais qu'à l'époque, Mireille portait beaucoup sur au niveau des usages, puis je pense que c'est peut-être une vision dans des solutions dans le langage comment qu'on va mettre nos PDE. Voilà mon... Je sais que c'est un regard que Pauline partage. Je la vois hacher de la tête, mais j'ai quand même davantage envoyé la question peut-être vers Cynthia ou Caroline ou un PDE qui serait davantage centré sur les usages du territoire. Est-ce que ça vous serait davantage utile ou plus près de vos besoins? Peut-être Stéphanie a un avis sur la question aussi.
Donc, Louis-Francine, je vois que tu as la main levée. Je vais juste laisser la chance de voir si ceux du milieu municipal, plus concrètement, veulent dire quelque chose. Sinon, Ben, j'aurais quelque chose. Oui, vas-y, Stéphanie. En fait, ben, un PDE axé sur les usages. En fait, pour changer le normatif là, dans un schéma d'aménagement ou les politiques, gestion de cours d'eau, règlement de cours d'eau, on a besoin de connaissances scientifiques pour justifier ces changements-là auprès des élus. Fait que oui, mais pas 100%, parce que dans le fond, oui, comme on disait tantôt, le PDE sert au milieu municipal, mais pas seulement au milieu municipal. Donc, je crois qu'il doit avoir l'usage il doit clairement paraître quelque part. On doit comprendre, le milieu municipal doit comprendre en fait l'impact des connaissances sur son territoire. Fait que s'il y a une problématique, on doit comprendre ce qui doit être transmis. C'est pas tant qu'il y a 0,75 mg par litre de coliforme fécaux. Ça n'a pas d'allure, mais en tout cas. Mais c'est pas ça qu'on doit comprendre. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a une problématique de qualité de l'eau qui est en lien avec probablement des installations septiques. Qu'est-ce qui doit être changé? C'est donc le normatif en lien avec l'installation septique ou bien qu'est-ce qui doit être quelle pratique doit être mise en place pour favoriser des meilleures installations septiques. Donc, tu sais, c'est ça qui est important, surtout qu'il soit traduit du scientifique, de faire le lien entre la science et la modification des usages, du zonage. Pour agir sur les causes des problématiques aussi, si je comprends bien ce que tu me dis. Je vois Cynthia qui a le doigt levé et Francine, puis après, on pourra prendre un autre appel juste pour entendre au moins une autre personne. Donc, Cynthia? C'est sûr que si dans un PDE, vous allez dans les actions jouer sur tout l'usage autorisé ou pas, en arrière de tout ça, un PDE n'a pas de force réglementaire. Donc, quand même que d'après moi, dans un PDE, c'est le genre d'élément qui serait introduit. Comme il n'y a pas de force réglementaire, bien, ça se peut que l'action ne soit pas accomplie finalement. Donc, de là, l'intérêt de travailler avec les schémas d'aménagement et de la bonne compréhension des différentes problématiques va permettre qu'éventuellement, effectivement, dans les schémas d'aménagement, nos documents complémentaires, on va aller inciter les municipalités à se doter puis à les gérer davantage tel usage parce qu'il y a une problématique X, Y, Z par rapport à l'eau. Mais c'est comme ça que là, on va pouvoir aller jouer sur les usages. Mais je pense que dans un PDE, même si on va mettre des actions sur aller gérer l'usage, ben, s'il n'y a pas de suite avec les schémas d'aménagement, ça n'aboutira pas. Là. Donc, même un PDE par usage, si la collaboration municipale avec le municipal puis les OBV dont on parlait tout à l'heure n'existe pas, il n'y aura toujours pas de résultat. Francine, tu veux brièvement rajouter quelque chose à ceci? Oui, ben, je voulais un peu réagir aux commentaires là, du contenu très, très scientifique du PDE. Moi, dans mon livre à moi, il ne faut pas juste regarder le contenu scientifique, il faut regarder qui occupe ce territoire-là et comment ça interagit. Là. Le PDE ne peut pas traiter juste de données fines de qualité de l'eau. Il faut avoir la compréhension là, de toute la dynamique du territoire. Claude, je vois ta main, mais je vais quand même prendre avant un deuxième appel qui va peut-être nous lancer sur d'autres pistes de réflexion, mais je te donnerai un droit de réponse prioritaire. Donc, Sébastien, deuxième appel? Oui, monsieur. François Lajoie, vous pouvez ouvrir votre micro en direct de la Côte-du-Sud. Oui, bonjour. Alors, nous, on a travaillé avec les MRC. En fait, on travaille encore, mais ce qui nous était demandé, en fait, c'était de voir est-ce qu'on est en mesure de répondre à des situations particulières. Au niveau réglementaire, les inspecteurs étaient appelés à réagir. Il y avait une mauvaise connaissance ou il y avait une connaissance imparfaite du territoire pour certains cas. Puis notre capacité à réagir vite pour répondre à un besoin précis est difficile. On a la même problématique par rapport aux ressources qu'eux, c'est-à-dire un manque de ressources ou parfois des ressources qui sont variables, là, dans le sens que par le passé, il y avait des expertises qui passaient puis qui partaient. Alors, le défi, c'est d'avoir des informations fines. Je trouve que le fait de mettre ça en commun, de travailler en commun, ça pourrait permettre de préciser le besoin des MRC parce que sinon, on travaille chacun en vase clos, en parallèle. On cherche à répondre à leurs besoins
en les questionnant, puis eux, ben, ils travaillent du mieux qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont. On s'entend bien autour des problématiques particulières, par exemple, sur les lacs, où on a une problématique définie. On peut travailler sur les installations septiques, sur la sensibilisation aux bandes riveraines. Là, il est facile de faire soit un travail complémentaire ou de faire de la sensibilisation, de faire ce qui vient justement compléter le travail de la MRC. Mais le défi demeure d'avoir des informations précises. Nous, les informations précises, on les a au fur et à mesure qu'on réalise des projets. Comme là, on a plusieurs projets au niveau des bassins versants agricoles. Puis on intervient localement, on rencontre les propriétaires, on leur propose d'implanter des bandes riveraines, ou etc., un paquet de travaux pour améliorer la qualité de l'eau, la qualité des habitats, biodiversité, etc. Mais c'est ça. Le défi demeure, là, on ne travaille pas nécessairement. On a peu de moyens de part et d'autre. Merci François. Puis sous ce que tu nous dis aussi, c'est sûr que c'est notre mission légale, élaborer un PDE, le promouvoir, assurer sa mise en œuvre, mais il y a peut-être certaines formes de collaboration municipalité, OBV qui passent par autre chose que le plan directeur de l'eau, qui est lui-même un processus qui peut quand même être long à mettre à jour et à ajuster. Donc, Claude, je te donnerai le premier droit de parole sur ça ou autre chose, puisque tu es en attente. Juste pour revenir sur ce que Francine disait, là, en fait, c'est dans le schéma pression-état-réponse. Là, on est en pression-état. Hein. Je veux dire, si on connaît l'état, ben, il faut connaître la pression aussi. Après ça, la réponse, ben, ça s'appartient aux politiques. Je reviendrai sur cette notion-là de PDE. PDE, c'est un objet, quelqu'un qui l'a mentionné, c'est statique quand même. On produit un document, mais l'évolution de l'information, de la qualité de l'information est en dessous de ça. Et c'est ça qui est important et qui est bien utile pour le monde municipal dans les décisions qui sont prises sur l'aménagement du territoire. L'information qui est en dessous de ça. Donc, la base de connaissances et son interprétation le plus juste possible, à mon avis, c'est le nerf de la guerre. On va l'appeler un terme, je vais appeler l'image que c'est un peu la mèche qui va faire sauter la baraque. En d'autres termes, à partir du moment où les MRC sont confrontés avec une information scientifique basée qu'il y a telle problématique, ils ne peuvent pas l'ignorer. Donc, ils doivent le traiter. Ils ont leur façon de le traiter, mais elle doit être traité. Donc, cette mèche qui allume le bâton de dynamite, c'est vraiment l'information de base, et on vient toujours à ça, qui est notre pierre angulaire, la connaissance, et ensuite la traduction de cette connaissance-là pour que ça soit bien compris de quelle façon on le fait. J'ai envoyé la balle vers Caroline Brodeur. Là, je l'ai évoqué tout à l'heure. Caroline, vous travaillez à la CMQ, une cartographie interactive avec des données qui proviennent de vos propres projets d'acquisition de connaissances, mais éventuellement aussi de données qui pourraient provenir des OBV, par exemple. Donc là, on n'est ni dans le PDE, ni dans le PMAD ou le schéma d'aménagement, mais dans un outil plus interactif pour travailler à base de données et d'analyse territoriale. Est-ce que pour toi, c'est une voie qui est porteuse de collaboration puis d'avenir? Ben, c'est évidemment une voie à laquelle je crois beaucoup. Cet outil-là auquel on parle, c'est ce que j'aurais toujours rêvé quand j'étais dans mon siège d'OBV, à savoir comment comprendre le territoire, mais à l'échelle des bassins versants. Donc, avec cet outil-là, on va pouvoir sélectionner un bassin versant jusqu'à 6 niveaux de sous-bassins versants, puis pouvoir comprendre c'est quoi les usages qui sont faits dans ce bassin-là, c'est quoi les pressions, c'est quoi la population, est-ce qu'il y a une prise d'eau, est-ce qu'il y a des rejets, c'est quoi la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines, les milieux humides. Donc, ça nous donne une perspective complètement différente d'analyse du territoire qui va nous permettre, en tant qu'instance municipale, de réfléchir à un autre niveau là, dans notre paiement. Donc, on ne pourra pas dire qu'on n'a plus l'information. On va l'avoir à l'échelle des bassins versants. Donc, on va pouvoir mieux comprendre peut-être certains problèmes puis arriver à trouver une solution qui va être appropriée parce que la connaissance va être disponible à la bonne échelle. Merci. On arrive déjà là, vraiment à la fin du temps. On a débordé un petit peu, mais avant de se quitter, j'aimerais peut-être laisser la chance à Pierre de nous faire un dernier commentaire. Puis ensuite, Pauline, je t'inviterai peut-être à faire une ouverture sur les rencontres régionales qui s'en viennent pour les OBV, une occasion de poursuivre la discussion qu'on a en ce moment. Donc, Pierre, quelque chose que tu souhaiterais porter à l'attention de l'auditoire avant qu'on se quitte aujourd'hui? Simplement les remercier. Là, ça fut fort intéressant.
Ça bouge beaucoup. Malgré la pandémie, ça bouge beaucoup. Moi, je pense qu'actuellement, on assiste à une consolidation des pouvoirs locaux. Puis la capacité aussi d'action. Les prochaines années vont être fort intéressantes. Comme je vous disais, je m'attends l'année prochaine à un renouvellement très important au niveau des élus. Donc, à ce moment-là, si vous voulez faire quelque chose, il va falloir les pogner vite, les nouveaux, et les informer parce qu'il va y avoir ça va amener des changements importants. Puis, il va y avoir un rajeunissement, je pense. En fait, je souhaite qu'il y ait des candidats. Ça, tout le monde sans vouloir se mobiliser. Mais ça va avoir un impact. Moi, je pense que le monde municipal, dans 10 ans, en tout cas, déjà, je trouve que ça a beaucoup changé. Puis là, ces 10-15 dernières années, les élus, c'est extraordinairement exigeant d'être un élu. Ils ne sont pas payés, mais c'est des gens qui veulent s'impliquer dans leur communauté et tout. Donc, de là ceux qui y vont, ils vont pour quelque chose. Donc, la dynamique locale va changer au Québec, je pense. Donc, c'est ça. Donc, bonne chance à tout le monde, puis merci. Merci beaucoup, Pierre. Donc, avant de se quitter, Pauline, je te laisse le mot de l'invitation pour poursuivre les discussions entre OBV. Ben oui, bien sûr. Je pense qu'il y a eu plein de belles réflexions aujourd'hui par ce premier atelier sur l'arrimage, le partenariat, la collaboration avec les acteurs municipaux. C'est aussi des éléments qu'on abordera dans les ateliers régionaux. Je vous enverrai les ordres du jour d'ici jeudi, promis. Mais effectivement, on va parler de besoins des acteurs du municipal dans le cadre de la collaboration PRMHH, objectif de conservation pour les PDE. On va aussi parler de PDE de la prochaine génération. Là, vous l'avez dit, je pense que plusieurs OBV, et c'est aussi le constat de plusieurs acteurs municipaux, on a des PDE qui commencent à avoir de l'âge, là, 2013, 2014 pour plusieurs. Et dans le cadre de cette dernière convention, on a peut-être eu l'opportunité de ne pas refaire un PDE assez rapide, ce qui avait été mentionné à plusieurs reprises par des OBV, et on a eu l'opportunité d'avoir le temps de réfléchir à nos collaborations, à notre mobilisation, à se rendre compte qu'effectivement le PDE, plusieurs OBV l'ont mentionné dans l'état de référence des OBV, de se dire que peut-être qu'il était trop lourd, peut-être qu'il n'était pas assez utilisé par les acteurs municipaux, et maintenant, au regard de tous ces constats, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette prochaine génération, se rendre meilleur, être plus efficace, favoriser plus cette harmonisation, cet arrimage avec les acteurs municipaux? C'est aussi quelque chose qui a été favorablement soulevé aussi par les OBV dans l'état de référence, à se dire que grâce au PSRE, grâce peut-être au partenariat dans le cadre des RPEP et peut-être aussi avec les PRMHH, mais les OBV et les acteurs municipaux se parlent de plus en plus, et je pense que c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va devenir peut-être de plus en plus courant dans le futur, et on l'espère évidemment tous, et on aura l'occasion de réaborder ces points dans les ateliers régionaux qui, je l'espère, vont être fort intéressants. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup à tous les intervenants. C'est tout le temps que nous avions. Donc, c'est malheureusement la fin de ce tout premier talk show. Merci à tout le monde de s'être prêté au jeu. Comme le faisait Patrice Lécuyer à une époque, je vais vous laisser sur une citation de Confucius qui nous dit que comme l'eau se forme au récipient qui la contient, un homme sage s'adapte aux circonstances. Donc, ça s'applique aux hommes, mais ça s'applique aussi au PDE, au schéma d'aménagement, et certainement à nos collaborations avec le milieu municipal en temps de pandémie. Donc, merci tout le monde. Bonne journée et des applaudissements finaux. C'est innovation debout.